le propriétaire est allé nettoyer l'un de ses biens locatifs. Les locataires venaient d'être expulsés après leur arrestation et l'endroit était en très mauvais état. Mais ce qui l'a vraiment frappé, c'était l'énorme dalle de béton qui se trouvait dans la buanderie. Mais qu'est-ce que ces gens avaient bien pu faire dans leur appartement? La réponse à cette question est pire que ce que quiconque aurait pu imaginer. Evan Brewer est né le 6 mars 2014, fils de Miranda Miller et Carlo Brewer. C'était un garçon joyeux et espiègle qui aimait faire rire les gens. Il adorait aussi les Tortues Ninja et Batman. Evan aimait jouer avec ses demi-frères. Au moment de sa naissance, la mère et le père d'Evan n'étaient plus en couple. Et pendant ses premières années de vie, le père d'Evan avait peu de contact avec lui, mais il a ensuite commencé à passer plus de temps avec le garçon à la fin de 2016 début 2017. Au début, Miranda était une mère attentionnée et présente, puis elle a commencé à consommer beaucoup de méthamphétamine. Elle a également, à peu près à la même période, rencontré un homme du nom de Stephen Bodine. Stephen consommait aussi de la méthamphétamine et il avait un tempérament très violent, surtout lorsqu'il en prenait, ce qui était pratiquement tout le temps. C'était aussi un homme qui avait des antécédents de violence envers les femmes. Donc, Miranda et Stephen se sont mis ensemble en octobre 2016. Et très peu de temps après le début de leur relation, Stephen a emménagé avec Miranda et Evan dans leur maison à Wichita. Quelques semaines après son emménagement, Stephen a commencé à battre Miranda régulièrement. Le petit Evan était un garçon bien élevé, mais Stephen n'était pas de cet avis. Il pensait qu'Evan se plaignait trop et que Miranda le laissait faire tout ce qu'il voulait. Stephen a commencé à agir comme si Evan ne pouvait rien faire correctement, et il a dit à Miranda que la seule façon de changer son comportement était qu'il ait une figure masculine qui ait un contrôle total sur lui. Miranda a accepté et a dit à Stephen qu'il pouvait établir les règles de la maison. En février 2017, le père d'Evan, Carlo, a commencé à remarquer que le langage de son fils ainsi que son apprentissage de la propreté commençait à régresser. Il remarquait que cela se produisait lorsque le petit garçon revenait de chez sa mère. Bientôt, il a également commencé à remarquer des ecchymoses sur le corps d'Evan. À peu près à la même époque, Evan avait essayé d'étrangler un de ses frères ou sœurs qui vivait chez son père avec une laisse rose pour chien. C'est à ce moment-là que Carlo a compris qu'il se passait quelque chose quand Evan était chez sa mère, car ce n'était pas le comportement normal d'un enfant. Carlo a décidé d'aborder d'abord ses inquiétudes avec Miranda. Elle avait toujours été une bonne mère par le passé et il voulait lui accorder le bénéfice du doute. Mais étant aussi un bon père, il voulait s'assurer que son fils était protégé. Il a donc demandé à Miranda si Stephen était responsable des bleus avec lesquels Evan rentrait. Sa réponse a été que Carlo ne pourrait plus voir Evan jusqu'à ce qu'elle et Stephen décident de l'autoriser. Elle lui a aussi dit d'arrêter de la contacter et qu'elle allait bientôt changer le nom de famille d'Evan. Donc, puisque Miranda lui avait dit de ne pas la contacter, le père d'Evan, Carlo, a décidé qu'il allait envoyer un message à Stephen dans l'espoir de voir son fils. Mais malheureusement, cela a échoué. Donc, la discipline de Stephen avait commencé chez Miranda et il pensait qu'il était approprié qu'un enfant de 3 ans mérite tout dans sa vie, y compris les vêtements, la nourriture et les jouets. Evan devait désormais les mériter. Ce n'étaient plus simplement des choses que les parents sont censés fournir parce qu'ils ont mis l'enfant au monde. La discipline de Stephen impliquait aussi d'envoyer Evan dans sa chambre et de le faire rester debout, les bras derrière le dos, pendant des heures. Et si le petit garçon bougeait, il recevait une gifle. Et ensuite, s'il ne s'excusait pas d'avoir bougé, il recevait des coups de poing, des coups de pied ou était jeté à travers la pièce. Stephen empêchait désormais Evan de sortir, sans doute pour éviter que d'autres remarquent ses mauvais traitements. Miranda a dit qu'elle avait aussi arrêté de parler à sa famille et à ses amis parce qu'elle avait peur que Stephen se mette en colère. Il était extrêmement possessif et autoritaire envers elle et voulait être la seule personne dans sa vie. Et cela devient très évident plus tard, la seule personne. Stephen avait également installé des caméras de surveillance dans la maison familiale parce qu'il voulait s'assurer que, lorsque Evan était puni, il ne bougeait pas. Et puis Stephen n'avait pas besoin d'être là à perdre son temps précieux à le faire en personne, à vérifier de ses propres yeux, alors il a installé des caméras.
Il a également installé des caméras extérieures pour s'assurer que personne n'entrait ni ne sortait de la maison lorsqu'il n'était pas là. Il pensait apparemment que Miranda le trompait. Carlo essayait toujours de joindre Miranda et Stephen. Il voulait désespérément voir son fils, mais il n'y arrivait pas. À ce stade, il a décidé qu'il devait faire appel à une autorité supérieure. Il a contacté les services sociaux ainsi que les forces de l'ordre. Quand l'un ou l'autre a tenté d'aller à la maison pour faire une visite de contrôle, ils n'ont pu joindre aucun habitant. À plusieurs reprises, ils ont dit qu'ils étaient allés vérifier et que personne ne leur avait ouvert. Miranda et Stephen avaient également complètement arrêté d'assister aux audiences du tribunal. Le 14 mars 2017, Carlo a assisté à une audience concernant la pension alimentaire pour enfants. Il avait auparavant été condamné à verser 170 $ par mois pour son fils. L'avocate de Carlo, Sheila Johnston, a soutenu que son client ne devrait pas payer la pension alimentaire, affirmant que Stephen Bodine contrôlait les allées et venues de Miranda et de l'enfant. Carlo n'avait aucun problème à payer la pension alimentaire s'il savait qu'elle servait aux besoins d'Evan, mais il soupçonnait aussi qu'elle servait plutôt à financer les dépendances de Miranda et Stephen. Mais le tribunal a jugé qu'il s'agissait d'une question de pension alimentaire, pas d'un problème de garde. Donc, le juge a dit qu'il ne pouvait statuer que sur ce qui était devant lui, c'est-à-dire une simple demande de pension alimentaire. Il a effectivement encouragé Carlo à contacter la police de Wichita, ainsi que le département des enfants et des familles du Kansas. Et bien sûr, c'est quelque chose que Carlo avait déjà fait. Mais après de nombreuses tentatives, personne ne parvenait toujours pas à joindre Miranda. Mais Carlo n'allait pas abandonner aussi facilement. Il voulait s'assurer que son fils était en sécurité et il voulait qu'il soit avec lui. Alors, Carlo, accompagné d'autres membres de la famille, s'asseyait parfois devant la maison de Miranda sur des chaises de jardin, brandissant des pancartes disant « Rendez-nous Evan, et scandant cela encore et encore. La demande est claire. Le désespoir est immense. Il espérait que cela ferait sortir Miranda de la maison et lui permettrait de voir son fils, mais cela n'a toujours pas fonctionné. Il a même contacté certains voisins et amis de Miranda, mais tout le monde disait ne pas l'avoir vu ni avoir eu de ses nouvelles. Pendant ce temps, la violence de Stephen ne faisait qu'empirer dans la maison de Miranda. Evan avait tellement peur de Stephen qu'il n'allait même pas aux toilettes. Il se faisait dessus et restait assis dedans plutôt que de devoir passer devant Stephen dans le couloir. Miranda a également déclaré que Stephen la forçait parfois à frapper son fils. Elle a admis l'avoir fait à quelques reprises en affirmant qu'elle faisait moins de mal que Stephen. Une fois, Evan a refusé de s'excuser auprès de Stephen. Alors Stephen a dit qu'il devait être traité comme un chien pour qu'il comprenne la leçon. Alors, il a forcé Evan à rester debout nu au sous-sol pendant 6 heures. Et Stephen avait dit à Miranda de mettre une ceinture autour du cou d'Evan, à laquelle était attachée une chaîne. À l'autre extrémité de la chaîne, il y avait un poids très lourd. Stephen a surveillé la caméra dans le sous-sol toute la nuit pour s'assurer qu'Evan ne bougeait pas, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et le lendemain matin, Stephen s'est réveillé et a découvert qu'Evan était à l'étage, en train de prendre son petit déjeuner, tout habillé et devant la télévision. Cela a rendu Stephen tellement furieux qu'il, je cite, l'a tabassé à ce moment-là. Le père d'Evan a finalement pu le voir à 2 occasions très brèves. La première était en mars 2017. Lui et un collègue ont simplement décidé de passer chez Miranda pour voir si peut-être elle ouvrirait la porte. Et il se trouve qu'elle l'a fait. Evan était aussi là et il a remarqué à ce moment-là qu'il avait une entaille sur le front qui descendait jusqu'au bout de son nez. Evan a dit à Carlo que papa l'avait fait, ce qui voulait dire Stephen. Quand Miranda a demandé « Qu'as-tu dit à Evan ?», il a rapidement changé son histoire et a dit qu'il était simplement tombé. Miranda a obligé Evan à aller se tenir devant le mur, le nez collé contre celui-ci et les mains derrière le dos, comme punition pour avoir menti à Carlo. Evan a fait ce qu'on lui a demandé, mais Carlo a dit qu'il lui avait lancé un regard semblant dire « S'il te plaît, emmène-moi ». Miranda affirmait aussi que sa blessure venait d'une chute, mais heureusement, Carlo savait que ce n'était pas vrai et il l'a signalé aux forces de l'ordre. Malheureusement, les forces de l'ordre n'ont une fois de plus pas réussi à joindre quelqu'un à la résidence, donc rien n'en a découlé. La deuxième fois, c'était en avril 2017. Carlo a décidé de passer en voiture devant la maison de Miranda et il s'est trouvé que Miranda et Evan étaient dehors, alors il est entré dans l'allée.
Quand il a vu son fils, il a remarqué qu'il était sale et qu'il sentait très mauvais. Evan a sauté dans la voiture de son père et a demandé à rentrer avec lui. Miranda, bien sûr, a dit non, mais étonnamment, elle a dit qu'il pouvait aller voir son père le lendemain. Mais lorsque Carlo a essayé de joindre Miranda le lendemain pour voir son fils, elle n'a répondu à aucun de ses messages. Le 4 mai, Carlo a obtenu la première de plusieurs ordonnances de protection. Cette ordonnance de protection était censée empêcher Stephen d'approcher Evan. En obtenant cette ordonnance de protection, Carlo avait écrit sur la demande qu'un témoin lui avait dit que Stephen avait tellement tabassé son fils qu'il l'avait mis au bord de la mort. Il a également noté sur la demande que la DCF avait été informée à plusieurs reprises, à partir de 2016, des abus qu'Evan subissait. Sans signification de l'ordonnance de protection, la police ne pouvait pas diriger l'enquête. Normalement, c'est la DCF qui s'occupe de ce type d'affaires jusqu'à ce qu'une ordonnance de protection soit signifiée. Donc, maintenant que Carlo avait déposé cette ordonnance de protection, la police tentait de retirer Evan de la garde de sa mère. Encore une fois, chaque visite à la résidence restait sans réponse. Impossible de joindre qui que ce soit. On pourrait penser qu'à ce stade, ils pourraient faire un peu plus, comme dire « D'accord, on va défoncer votre porte si vous ne répondez pas, parce qu'on sait que vous êtes là. Donnez-nous l'enfant. » J'aurais aimé, mais le 6 juillet 2017, Carlo a obtenu une ordonnance du tribunal de district qui lui accordait la garde légale exclusive d'Evan. Mais malgré de nombreuses tentatives pour récupérer physiquement le petit garçon, il n'a pas pu. Les voisins ont signalé qu'ils n'avaient pas vu Miranda ni Evan depuis plus d'1 mois. Et après avoir appris que Miranda et Evan pourraient en fait se trouver en Oklahoma ou au Texas, les forces de l'ordre ont lancé une enquête pour disparition d'enfants. Encore une fois, le 11 août 2017, Carlo et sa femme sont passés devant la maison de Miranda dans l'espoir de voir son fils. Mais cette fois, Stephen est sorti de la maison avec une hache levée au-dessus de sa tête en criant sur Carlo. Il a ensuite pris la hache et a crevé un des pneus de Carlo. Je m'en fous complètement, je m'en fous complètement. Que ma femme aille se faire foutre, que mon fils aille se faire foutre, que mon fils aille se faire foutre. Tu vas couper ma femme en morceaux. Où est mon fils? Où est mon fils? Où est mon fils? Non, je ne peux pas y aller. La police va venir. Regarde, regarde, c'est une propriété privée. Ça devrait être juste ici, sur ma propriété. Ce n'est pas ton problème. Carlo a signalé cet incident à la police et un mandat d'arrêt a été émis contre Stephen. Il a également été déterminé que Miranda ne s'était pas installée dans un autre État et qu'elle évitait activement les tentatives des forces de l'ordre de la retrouver. Les autorités l'ont inculpée d'entrave à la garde parentale et un mandat d'arrêt a été émis contre elle. Puis, le 30 août, Miranda et Stephen ont tous les deux été arrêtés à Wichita. Evan n'était pas avec eux. La police a perquisitionné plusieurs fois le domicile de Miranda durant les 2 jours suivants pour retrouver Evan sans succès. 3 jours après leur arrestation, le 2 septembre, le propriétaire de Miranda a appelé les forces de l'ordre. En travaillant dans la buanderie à l'arrière de la résidence, il avait tenté de déplacer un tapis d'une plateforme couverte de boîtes à outils. La plateforme était en réalité un grand bloc de béton avec un cadre inférieur en bois et des roulettes. Le propriétaire est alors sorti acheter une masse et est revenu à la propriété. Il avait peur qu'Evan puisse être là-dedans. Il a commencé à casser le bloc et a remarqué une odeur terrible qui s'en dégageait. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il s'agissait très probablement d'Evan et il a contacté la police. Stephen a d'abord dit aux enquêteurs qu'il n'était pas sûr de l'endroit où Miranda gardait Evan, mais il était certain qu'il était entre de bonnes mains. Lorsque la police lui a également demandé si Evan se trouvait par hasard dans le bloc de béton, il a répondu 2 fois aux enquêteurs. On ne penserait pas ça. On a finalement découvert que le corps d'Evan était en réalité dans la structure en béton. Il était enveloppé dans des draps Tortue Ninja, des serviettes, des vêtements et du ruban adhésif. Lors de l'autopsie d'Evan, le médecin légiste a relevé des signes de blessures possibles à la tête, à l'œil et à l'oreille, causés par un objet contondant. Mais en raison de la décomposition de son corps, le médecin légiste n'a pas pu déterminer la cause, les circonstances ou le moment du décès.
Stephen avait déjà été inculpé d'agression aggravée et de dégradation criminelle de biens pour avoir menacé Carlo avec la hachette, ainsi que pour avoir crevé son pneu avec celle-ci. À ce moment-là, il a également été inculpé de 2 chefs de meurtre avec circonstances aggravantes, de 2 chefs d'enlèvement aggravés, d'un chef de maltraitance d'enfants et d'un chef de mise en danger aggravée d'enfants. Les 2 affaires criminelles de Stephen devaient être jugées ensemble. Désormais, on considérait généralement que Miranda et Stephen avaient une responsabilité égale dans la mort d'Evan. Son procès devait aussi être joint à celui de Stéphane, l'accusation poursuivant selon une théorie de complicité. Mais afin d'obtenir une réduction de ses chefs d'accusation de meurtre au second degré, enlèvement aggravé, maltraitance d'enfants et mise en danger aggravée d'un enfant, Miranda a accepté de témoigner à charge dans le procès contre Stéphane. Leur procès a eu lieu en décembre 2018. Miranda a alors raconté au tribunal ce qui était arrivé à Evan lors de ses derniers jours. Elle dit qu'elle pense qu'il est mort entre le 18 et le 22 mai 2017, mais qu'elle ne se souvient pas de la date exacte parce qu'elle était dans un état de confusion dû à la drogue pendant la majeure partie de cette période. Bien sûr. Miranda a dit que 2 ou 3 jours avant sa mort, Evan n'arrêtait pas de vomir et ne pouvait rien garder. Elle a dit qu'il avait du Benadryl dans son organisme et elle pensait aussi que Stéphane lui donnait de grandes quantités de sel, ce qui l'empoisonnait lentement. Puis, une nuit alors qu'il était malade, Stéphane n'a pas permis au petit garçon de dormir. Il l'a forcé à rester debout dans un coin près de la porte d'entrée, les bras derrière le dos, et lui a dit de ne pas bouger. Evan est resté là pendant quelques heures avant de s'effondrer. Stéphane lui a hurlé de se relever, mais le pauvre petit garçon était tellement épuisé, malade et faible, qu'il n'y arrivait tout simplement pas. Miranda dit qu'elle a porté Evan jusqu'à la salle de bain où il a continué à crier. Quand Miranda a crié à Stéphane que quelque chose n'allait vraiment pas, il l'a écarté et poussé hors de la salle de bain, puis il a claqué la porte. Il est resté seul là-dedans avec Evan pendant environ 2 à 5 minutes avant que la porte ne se rouvre. Stéphane est sorti de la salle de bain en tenant Evan, les cheveux mouillés, le corps inerte, et il ne respirait pas. Miranda dit avoir tenté un massage cardiaque pendant 45 minutes. Elle a également dit que Stéphane lui avait dit qu'elle ne pouvait contacter personne à ce sujet. Elle dit qu'elle s'est endormie en tenant le corps d'Evan dans ses bras, mais qu'à son réveil, il avait disparu. Et elle ne l'a jamais revu après. Stéphane lui a dit que des amis avaient emmené Evan parce que le couple ne pouvait plus s'occuper de lui. Mais Miranda pensait que son corps se trouvait très probablement dans le sous-sol. Quelques jours après la mort d'Evan, Stéphane a construit la tombe en béton qui a été retrouvée dans la buanderie. Miranda a admis avoir acheté les fournitures pour cela, mais elle affirme qu'elle ne l'a jamais aidé à la construire. Après la mort d'Evan, Miranda a dit qu'elle se cachait sous l'escalier au sous-sol chaque fois que quelqu'un venait la chercher. Stéphane disait aux gens qu'elle avait déménagé soit au Texas, soit en Oklahoma, et qu'Evan avait été adopté. Miranda a également témoigné des abus que Stéphane lui avait infligés. Elle a dit qu'elle était tombée enceinte de son enfant, mais qu'elle avait fait une fausse couche en janvier ou février 2017. Elle dit qu'elle pense que cette fausse couche était due au fait que Stéphane l'a traînée à travers la maison et lui a donné plusieurs coups de poing dans le ventre. Miranda a également déclaré que Stéphane contrôlait son téléphone, son argent et son comportement. Elle a dit qu'il était violent physiquement, mentalement et émotionnellement envers elle ainsi qu'envers Evan. Elle a déclaré au juge avoir tenté de partir et de demander de l'aide pour elle et Evan à plusieurs reprises. Elle a admis que la mort d'Evan était due à sa dépendance à la drogue et à sa relation abusive avec Stephen. Miranda a dit que la raison pour laquelle elle était restée avec Stephen était parce qu'il était son meilleur ami et qu'elle le considérait comme son mari. C'est le pire meilleur ami dont j'ai jamais entendu parler. Jamais. Certaines des preuves présentées lors du procès comprenaient de nombreuses photographies ainsi que des images de vidéosurveillance provenant des caméras de la maison, dont beaucoup montrent Evan en train d'être maltraité ou négligé. Et quand je dis nombreuses, il y avait environ 16 000 photos et vidéos. De nombreux témoins ont aussi rapporté les antécédents de maltraitance de Stephen envers ses anciennes petites amies et ses autres enfants. L'une des filles de Stephen, Samantha Johnson, a pris la parole au sujet de la maltraitance qu'elle avait subie de la part de Stephen.
Un jour, elle a dit qu'il l'avait forcée à manger une boîte entière de haricots noirs froids, puis après qu'elle ait vomi, il l'avait contrainte à continuer. Elle a dit qu'elle portait des chemises à manches longues à l'école pour cacher ses bleus. Stephen avait failli noyer sa fille dans une baignoire et elle raconte s'être réveillée pendant qu'il lui faisait un massage cardiaque. Lorsque le jury est revenu avec son verdict, il a déclaré Miranda et Stephen coupables de toutes les accusations. Avant l'annonce des peines, des membres de la famille d'Evan ont pris la parole. Sa tante Cheryl a demandé au juge la peine maximale, affirmant que la mort d'Evan aurait pu être évitée si Miranda avait simplement accepté l'une des nombreuses offres de la famille Brewer pour l'aider, elle et Evan. Elle a dit que Miranda avait eu toutes les occasions de confier Evan à un membre de la famille, mais qu'elle ne l'a pas fait. Carlo, le père d'Evan, a pris la parole en dernier. Il a dit s'être battu pour récupérer son fils et trouver du réconfort en sachant ses enfants en sécurité avec lui. Il a dit qu'au fur et à mesure que le processus pour retrouver Evan avançait, il avait commencé à changer l'image qu'il se faisait dans sa tête de ce que serait leur retrouvaille. Au début, il pensait qu'Evan viendrait en courant vers lui et lui ferait un gros câlin, mais il a fini par se rendre compte que si quelqu'un voyait Evan, il fallait l'attraper et l'emmener immédiatement à l'hôpital. Avant que la sentence ne soit prononcée, Miranda a pleuré au tribunal et a fait une déclaration au juge ainsi qu'à la famille d'Evan. Elle a dit « J'aurais dû appeler la police dès que les violences ont commencé. Ce sont les choix et décisions avec lesquels je dois vivre. Au final, Evan est mon fils et ma responsabilité. À l'époque, j'ai fait ce que je croyais le mieux. Au final, j'ai échoué en tant que mère à protéger mon enfant. Je vivrai avec ça pour le reste de ma vie. » Elle a aussi dit qu'elle avait tenté de s'éloigner de Stephen sans y parvenir. Oh. Et son avocate a essayé de plaider pour une peine plus légère en disant qu'elle était aussi victime de violences conjugales. L'avocate de la famille Brewer, Sheila Johnston, s'est opposée à cela, en disant que le fait d'être victime de violences conjugales ne donne pas d'excuse pour refuser l'aide qui vous a été proposée. Elle a également déclaré que Miranda Miller savait très bien qu'elle n'avait jamais été otage dans cette maison. Elle était dans ce tribunal le 4 mai 2017 alors qu'Evan était encore en vie et je lui ai proposé de l'aide. À ce moment-là, je l'ai éloignée de Stephen, je l'ai emmenée dans la salle du jury, je lui ai parlé et je lui ai dit que je pouvais l'aider sur le champ. Je lui ai dit que si elle ne s'éloignait pas de Stephen, non seulement elle risquait sa vie et celle de son enfant, mais elle risquait aussi de perdre la garde de son enfant au profit de Carlo. Et ses mots ont été « Carlo n'aura la garde de cet enfant que par-dessus mon cadavre. » Donc elle a choisi de laisser Evan mourir plutôt que de laisser son père l'emmener en sécurité. Elle n'était pas une victime. Miranda Miller a été condamnée à 25 ans de prison. Stephen Bodin a été condamné à 109 ans de prison. Il a également été découvert que le DCF avait reçu 6 signalements distincts concernant les abus subis par Evan entre juillet 2016 et mai 2017. Ces signalements incluaient la consommation de méthamphétamine par sa mère, des violences conjugales, ainsi que les violences physiques subies par Evan. Seuls 3 de ces signalements ont été confiés à une enquête et aucun d'entre eux n'a été jugé fondé. Et au cours des 2 derniers mois de la vie d'Evan, l'agence avait reçu 2 signalements de maltraitance ayant failli être fatals. L'un affirmait qu'Evan avait s'était cogné la tête dans la baignoire et était devenu inconscient. Et l'autre affirmait que Stephen l'avait étranglé puis ranimé. Le premier de ces signalements n'a reçu aucune réponse pendant 6 jours. Et l'enquêtrice a apparemment accepté l'affirmation de Miranda selon laquelle l'enfant avait quitté l'État. Pour le 2e signalement, l'enquêtrice n'a même jamais vu Evan. En mars 2018, les responsables du DCF ont remis un document de 284 pages concernant ces demandes d'accès au dossier qui détaillait la façon dont l'agence avait géré les allégations de maltraitance et de négligence impliquant Evan Brewer. Le document a révélé qu'une partie des abus signalés au DCF le 14 mai 2017 n'avait pas été initialement incluse dans le rapport remis au superviseur dans le dossier d'Evan. L'allégation omise visait Stephen, accusé d'avoir étranglé Evan jusqu'à l'évanouissement avant de le réanimer par massage cardiaque. Il a été constaté que le 14 mai 2017, le dossier avait été modifié de façon à indiquer à tort que les informations signalées avaient été communiquées
à l'assistante sociale assignée et à la superviseuse au moment même du signalement. En réalité, les informations concernant les allégations de maltraitance ont été ajoutées au rapport le 5 septembre 2017. Gardez à l'esprit que le corps d'Evan a été retrouvé le 2 septembre à Titier. La famille d'Evan a eu une réunion avec la secrétaire du département de l'enfance de l'État et le département leur a présenté des excuses à ce moment-là. Bien que l'agence n'ait pas donné de détails sur les répercussions qui seraient ressenties dans tout le DCF, ils ont dit aux Brewer qu'ils avaient commandité un audit externe pour les aider à élaborer un plan de restructuration. On disait que la famille d'Evan envisageait de poursuivre le DCF du Kansas en justice, mais je n'ai pas pu trouver plus d'informations sur ce qui s'est passé à ce sujet. En mars 2018, 2 assistantes sociales du DCF de Wichita, au Kansas, ont perdu leur emploi après que le département des enfants et des familles du Kansas les a licenciés lors de plusieurs changements de personnel. C'était en lien avec la mort d'Evan ainsi que celle de 2 autres enfants décédés à peu près à la même période au Kansas, 2 autres enfants que le DCF avait également laissé tomber. En mai 2021, Stephen a en fait tenté de faire appel de sa condamnation, mais cela a été refusé. Dans la nuit du 10 septembre 2017, de nombreuses personnes ont rempli la rue et l'allée de la maison où Evan a été retrouvé pour se souvenir du petit garçon. Ils ont allumé des bougies et créé un mémorial en son honneur. Le 27 janvier 2018, la cérémonie funéraire d'Evan Brewer a eu lieu à l'église catholique Holy Savior, suivie d'un enterrement privé pour le petit garçon. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire d'Evan aujourd'hui. Je suis sûre que cette affaire vous a frustré autant que moi. C'est incroyable que Miranda et Stephen aient réussi à cacher Evan aussi longtemps et à priver son père de la garde légale que le tribunal lui avait accordée. Son père a tout essayé pour le sauver. Il avait tout fait en son pouvoir, sauf défoncer lui-même la porte d'entrée et sortir Evan de cette maison de l'horreur. C'est tellement terrible quand quelqu'un essaye de sauver un enfant et que ses inquiétudes sont complètement ignorées. Il vivait dans un complexe d'appartements de luxe en Californie du Sud, un lieu sûr et calme où il ne se passait pas grand-chose. C'était donc une énorme surprise quand un jour, la police est arrivée, accompagnée de l'équipe du SWAT. Ils étaient rassemblés devant le appartement 201 armes à la main quand finalement un homme est sorti, accompagné de sa jeune fille. Noah Thomas McIntosh est né le 31 mars 2010, fils de Brice McIntosh et Gillian Godfrey. À sa naissance, on a découvert que Noah avait une malformation congénitale appelée extrophie vésicale, ce qui faisait que sa vessie se trouvait à l'extérieur de son corps. Bien que la malformation ait été corrigée chirurgicalement, cela a affecté la capacité de Noah à contrôler sa vessie. Depuis sa naissance, Noah vivait à Anaheim, en Californie, avec ses grands-parents, Douglas et Maggie Godfrey, ainsi que sa sœur aînée, Chloé. Et pourquoi les enfants vivaient avec leurs grands-parents, je n'ai pas pu le découvrir, mais étant donné l'histoire, il y a probablement une bonne raison. En grandissant, Noah était décrit comme un enfant heureux qui voulait que tout le monde autour de lui ressente la même chose. Il était élève en CE2 à l'Académie Todd à Corona, en Californie. La plupart de ses voisins se rappelaient de l'avoir vu promener son chien dans la résidence, et Noah était connu pour attendre chaque jour près du portail pour dire bonjour à tout le monde. Donc, lorsque Noah avait environ 7 ans et Chloé environ 9 ans, ils ont quitté la maison de leurs grands-parents à la demande de leur mère, Gillian. Gillian voulait que les enfants vivent avec leur père, Brice. Donc, lorsque Noah et Chloé ont quitté la maison de leurs grands-parents, ils sont allés vivre avec leur père dans les appartements de luxe Encanto à Corona, en Californie. Le loyer dans ce complexe d'appartements pour un 3 pièces commence à $2 800 par mois et peut aller jusqu'à $3 100 par mois. Donc, c'est un endroit plutôt sympa. À cette époque, Brice travaillait pour American Medical Response en tant qu'ambulancier. Donc, pendant que les enfants vivaient dans l'appartement avec Brice, il était dit que Gillian vivait à l'extérieur du complexe, dans sa voiture. Même si elle vivait dans sa voiture, Gillian veillait toujours à voir ses enfants tous les mardis. Dans la maison de Brice, Noah et sa sœur subissaient des abus constants. Mais Noah était la principale cible de la colère de Brice, car Brice pensait que Noah était simplement paresseux en ce qui concerne ses habitudes aux toilettes.
Brice ne croyait plus qu'il avait un problème. Il pensait qu'il avait simplement dépassé ce stade et qu'à ce point, il était juste paresseux. Puisque Brice refusait de croire que son fils souffrait encore de problèmes médicaux, il pensait qu'il était approprié de le punir non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement pour son incontinence. Honnêtement, ce type me fait vraiment penser à Adam Montgomery. À mon avis, il lui ressemble un peu et il s'énerve contre son enfant parce qu'il a des accidents. Apparemment, il y a beaucoup de parents dont je parle qui font exactement la même chose, mais je ne sais pas. Ce type me rappelle juste le père de Harmony Montgomery, Adam, et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Le département des services sociaux publics a commencé à recevoir des signalements selon lesquels Noah était maltraité dès 2013. À l'époque, le corps de Noah présentait de nombreux bleus, y compris l'empreinte d'une main d'adulte sur ses fesses et un œil au beurre noir. Brice et Gillian ont tous les deux fait l'objet de 2 enquêtes concernant ces accusations. Cependant, l'affaire a été classée en octobre 2013 après qu'ils ont déclaré que les signalements de maltraitance étaient infondés. Et comme ils vivaient chez leurs grands-parents à cette époque, je suppose que c'est lors des visites chez leur mère et leur père que Noah se faisait ses bleus. Donc, en août 2017, les services sociaux avaient reçu plus de 10 signalements concernant Brice, qui était violent envers les enfants, et Gillian qui ne les protégeait pas de Brice. Et au moins à une occasion, un travailleur social a reconnu que Brice avait causé de graves blessures physiques à Noah, mais rien n'a été fait. Une autre fois, Noah avait raconté à un policier et à un travailleur social qu'une fois, Brice lui avait attaché les chevilles et les poignets avec des colliers de serrage, lui avait bandé les yeux, puis l'avait plongé dans de l'eau glacée pendant une longue période, tout cela parce qu'il avait sali son pantalon. Quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Gardez-le en tête. Mais vous le savez, Brice, lui, ne le savait pas. Il a également dit au policier qu'il avait déjà été menotté dans une baignoire remplie d'eau glacée. Et il se souvenait aussi d'une fois où Brice l'avait forcé à avaler une grande quantité de laxatif. Et puis, quand le pauvre petit garçon a sali son pantalon, il l'a obligé à rester dedans toute la journée. Et ensuite, Brice lui a fait tout nettoyer lui-même. Plus tard, Brice a admis cela, mais il a dit qu'il essayait simplement d'apprendre à Noah comment utiliser correctement les toilettes. Le 24 août 2017, une assistante sociale et un officier de police, de la police de Corona, ont tenté de prendre contact avec Brice au sujet de ces allégations. Cependant, il était injoignable par téléphone et il a refusé. Il a refusé d'ouvrir la porte aux policiers lorsqu'ils se sont rendus à son appartement. Le lendemain, une policière est retournée à l'appartement de Brice pour une inspection de sécurité. Cependant, une fois de plus, Brice n'a pas voulu ouvrir la porte. 3 jours plus tard, une assistante sociale a finalement pu réaliser l'évaluation de sécurité. Et c'était l'une des fois où ils avaient noté que la personne en charge avait causé de graves préjudices à Noah, mais qu'il était en sécurité. Mais que signifie cela? Comment peut-il vraiment être en sécurité? Ce dossier serait officiellement clos le 6 septembre 2017. Mais seulement quelques mois plus tard, en novembre, un autre signalement a été reçu concernant Brice qui maltraitait Noah. Cette fois, il s'agissait de maltraitance psychologique. Brice a forcé Noah à aller à l'école seulement en t-shirt et en couche. Bien sûr, Brice a prétendu que c'était pour essayer de lui apprendre à mieux utiliser les toilettes. Mais tout ce qu'il faisait, c'était d'humilier le pauvre petit garçon. Quand l'école a appelé Brice à ce sujet, il leur a dit que Noah avait des vêtements dans son sac à dos. Les vêtements dont il parlait étaient un short rose de fille et un sweatshirt avec un papillon. Donc, bien sûr, le pauvre petit garçon se faisait taquiner. Pour essayer de calmer les moqueries, les enseignants ont décidé d'acheter des vêtements à Noah chez Target ce jour-là. Et il y a eu de nombreux autres appels ce même mois, en novembre 2017, aux services sociaux disant que les parents de Noah le maltraitaient à nouveau. Mais après de multiples tentatives de la part des travailleurs sociaux et des policiers, aucun des parents de Noah n'a accepté de leur parler. Et en conséquence, le 17 décembre 2017, l'enquête a été close, en invoquant comme raison le refus de coopération des parents. Bien sûr, des parents qui font du mal à leurs enfants ne voudront pas coopérer. Ça ne devrait même pas être une option, et je ne comprends pas pourquoi ils agissent
comme s'il n'avait aucun moyen légal de forcer ses parents à coopérer. Entre août 2017 et mars 2019, tous les signalements, sauf 2, ont été classés, les motifs indiquant non fondés ou non concluants. Les 2 allégations qui n'avaient pas été classées ont été considérées comme fondées en mars 2019, mais comme l'assistante sociale chargée de l'enquête n'a finalement pas pu confirmer les accusations de maltraitance, Noah n'a pas pu être retiré du foyer. Et seulement une semaine plus tard, il disparaîtrait. Début mars 2019, la sœur de Noah, Chloé, qui avait 11 ans à l'époque, séjournait chez son grand-père paternel Stephen McIntosh. Alors, lorsque Stephen est allé la ramener chez elle le 10 mars avec son père, il a remarqué que Noah était introuvable. Il a questionné Brice à ce sujet et Brice lui a dit que Noah avait disparu. Il a demandé à Brice « Tu l'as signalé disparu ?» Brice a répondu « Non ». Et Stephen venait de parler à Brice 5 jours auparavant et Brice lui avait dit que lui et Noah étaient au lit, souffrant d'une intoxication alimentaire. Et même si Stephen McIntosh savait maintenant que son petit-fils avait disparu, il n'a fait aucune tentative pour contacter les autorités. Puis, le 12 mars 2019, Gillian a contacté les services parquets sociaux et a demandé qu'une visite de contrôle soit effectuée sur son fils. Parce que, souvenez-vous, elle vivait dans la voiture à ce moment-là. Et elle n'a appelé qu'après que la sœur de Brice l'ait poussée à appeler et à signaler la disparition de son propre fils. Gillian a dit ne pas avoir vu Noah depuis le 4 mars quand elle l'a déposé chez Brice. Le 8 mars, Brice lui a dit que Noah avait disparu, mais qu'il s'en occuperait lui-même. Des agents ont été envoyés pour vérifier ce qu'il en était de Noah. Cependant, une fois de plus, Brice a refusé de leur ouvrir la porte. Ils ont donc prévu de revenir le lendemain avec du renfort. À 8 h du matin, le 13 mars, l'équipe d'intervention spéciale de la police de Corona est retournée à l'appartement de Brice pour exécuter un mandat de perquisition dans l'appartement et sur le véhicule de Brice. Ils sont venus avec l'équipe du SWAT car ils pensaient que Brice pourrait être en possession d'armes et qu'il était également dans un état d'esprit inconnu. Cela a entraîné une impasse jusqu'à ce que Brice sorte enfin de l'appartement avec sa fille. Les seuls mots qu'il a prononcés étaient « Je veux un avocat ». Et Noah était introuvable. Brice a été arrêté ce même jour et Gillian a été arrêtée plus tard. Ils ont tous les deux été inculpés par le procureur de cruauté volontaire envers un enfant, accusation à laquelle ils ont tous deux plaidé non coupables. Bien sûr, est-ce qu'ils plaident jamais autre chose dès le départ? Non. Ils ont tous les deux été détenus au centre de détention Robert Presley et aucun d'eux n'avait d'antécédents judiciaires auparavant. Les autorités ont saisi les appareils électroniques de Brice, y compris son ordinateur et son téléphone portable. La police a également trouvé des menottes, des attaches en plastique, des gants en latex violet et des serviettes tachées de jaune. Ils ont également trouvé un manuel pour un blender de la marque Ninja, mais n'ont pas pu trouver l'appareil dans la maison. Après avoir reçu les appareils électroniques, le FBI a mené une analyse approfondie de l'historique de recherche en ligne de Brice. Sur l'ordinateur, ils ont découvert qu'il avait recherché « Qu'est-ce que l'acide sulfurique exactement ? Que fait l'acide sulfurique à l'aluminium ? Quel type de plastique peut résister à l'acide muriatique ? Peut-on acheter de l'acide sulfurique ? Et déboucheur CleanShot à l'acide sulfurique. » Et son téléphone portable a révélé des recherches sur le rythme cardiaque normal pour un enfant de 8 ans. Quel est le rythme cardiaque normal pour un enfant de 8 ans lorsqu'il court? Comment fonctionne l'hydroxyde de sodium et hydroxyde de sodium dans l'eau? Une fois interrogée, Gillian a changé sa version et a dit qu'elle avait menti sur la dernière fois où elle avait vu Noah. Elle a dit que la dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était le 2 mars. Et elle a affirmé que du 1er au 3 mars, elle vivait en réalité dans l'appartement de Brice. Apparemment, le 2 mars, Brice avait emmené Noah dans la salle de bain de l'appartement. Et Gillian se souvient avoir entendu Noah demander à son père pourquoi il lui faisait du mal. Mais a-t-elle fait quelque chose? Non. D'après ses souvenirs, elle ne se rappelle pas avoir revu Noah après cela. Et quand elle est partie le 3 mars, elle a dit que Brice partait aussi, et il a dit qu'il devait aller chez Home Depot pour acheter des fournitures. Suite à cet aveu, les enquêteurs sont allés examiner les images de vidéosurveillance du Home Depot que Brice avait visité. En examinant les images de vidéosurveillance,
les enquêteurs ont pu confirmer que Brice avait acheté plusieurs articles suspects dans les jours entourant la disparition de Noah. Il avait acheté une paire de gants à longue manchette, un coupe-boulon de 60 cm, de l'acide muriatique et un bidon de 4 litres de déboucheur de canalisation. Il s'était ensuite rendu au magasin de bricolage Lowe's à proximité et avait acheté une poubelle brute de 120 litres ainsi qu'une bouteille d'1 litre de déboucheur à l'acide sulfurique avant de finalement se diriger vers Target pour acheter encore plus de déboucheurs. Lorsque le téléphone portable de Gillian a été saisi comme preuve, on a découvert qu'elle avait pris des notes sur son téléphone concernant les abus de Noah. Parmi les exemples documentés figurent Noah placé dans de l'eau chaude, Noah placé dans de l'eau glacée pendant environ 2h30, placé dans une baignoire pendant plus de 6 heures avec de l'eau glacée et laissé dans la salle de bain avec les pieds attachés. Lorsque les enquêteurs ont parlé avec la sœur de Noah alors qu'elle était sous la garde des services de protection de l'enfance, elle a dit qu'elle savait que Noah avait disparu parce que son père le lui avait dit. Elle a également partagé que les mauvais traitements infligés à Noah impliquaient souvent de l'eau glacée et des menottes. Elle avait également aidé Brice, une fois, à maintenir les jambes de Noah sous l'eau. La police locale s'est associée aux forces de l'ordre du comté, de l'État et fédéral afin de rechercher Noah. Les zones d'intérêt fouillées par les enquêteurs comprenaient le lac Lee et les collines environnantes près de l'autoroute 15, ainsi que la ville de Murrieta. Les données du téléphone portable de Brice ont révélé que le 4 mars 2019, il s'était rendu sur Squam Mountain Road dans la vallée de Temescal vers 21h27. Un jour plus tard, son téléphone portable avait émis un signal sur Wilson Valley Road à Agawanga, qui est une zone isolée et non incorporée, située à plus de 80 km de son appartement. Il avait émis un signal entre 21h29 et 21h50. Les signaux obtenus ont conduit les enquêteurs à fouiller Agawanga le 16 mars où, avec l'aide de l'unité canine, ils ont découvert une poubelle correspondant à celle achetée, avec des traces de sang humain à l'intérieur. Il y avait aussi des devoirs avec le nom Noah M écrit dessus. De nombreux gants en latex violet, un seul gant bleu à longue manchette, des morceaux d'un blender ninja, de nombreuses couvertures et serviettes jaunes, un sac en plastique avec des résidus de sang humain dessus et des bouteilles vides de déboucheur. Lorsque la route de Squaw Mountain a été fouillée, les enquêteurs ont découvert encore plus d'objets intéressants. Un autre gant en latex violet a été retrouvé, une serviette jaune souillée, des lingettes nettoyantes usagées et un manche de cuillère en bois. Puis, lorsque la police a fouillé la BMW de Brice, elle a également trouvé un autre gant en latex violet à l'intérieur. Le 18 mars 2019, les enquêteurs se sont rendus à l'appartement des McIntosh avec le FBI, une équipe médico-légale et un plombier. Le plombier avait apporté avec lui une caméra d'inspection et aurait retiré les siphons des baignoires de l'appartement, des lavabos de la salle de bain et de l'évier de la cuisine. Après analyse, le plombier a noté que les siphons retirés des baignoires étaient plus propres que les autres, malgré l'ancienneté de l'appartement. En plus de fouiller les canalisations, les enquêteurs ont également fouillé le garage de l'appartement et on les a vus emporter plusieurs cartons de pièces à conviction. Et même s'ils ne voulaient pas dire exactement quels étaient les objets qui avaient été retirés, des témoins ont déclaré qu'ils semblaient grands et encombrants, et qu'ils étaient enveloppés dans une bâche bleue. Brice a été inculpé de meurtre au premier degré avec une circonstance aggravante de torture le 28 mars 2019. Pour cette accusation, il pouvait soit recevoir une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, soit la peine de mort. Les enquêteurs ont indiqué qu'ils avaient trouvé des preuves matérielles qui ne laissaient aucun doute sur le fait que Noah avait été victime d'un homicide. Et ils ont accusé Brice d'avoir tenté de dissimuler les preuves en utilisant de l'acide et d'autres produits. Suite à l'accusation, l'enquête pour disparition d'enfants est devenue une affaire d'homicide sans corps. Et en avril 2019, Brice a plaidé non coupable des accusations de meurtre et de maltraitance sur enfants. 1 an avant la disparition de son petit-fils, Douglas avait déclaré qu'il avait contacté les services de protection de l'enfance. Il craignait que Noah soit maltraité par Brice, ce que Noah lui a ensuite confirmé. Il a dit que Brice était certainement responsable du meurtre. Il avait un tempérament violent et on savait qu'il avait été très agressif par le passé. Et le grand-père de Noah a dit que
S'ils en avaient eu la chance, lui et la grand-mère de Noah l'auraient repris chez eux sans hésiter une seconde. En octobre 2019, une avocate spécialisée en droit civil a déposé une plainte contre le comté de Riverside au nom de Noah et de sa sœur. Elle alléguait que le département des services sociaux du comté avait failli à sa mission dans le cas de Noah. Il n'avait pas pris de mesures concernant les nombreuses plaintes selon lesquelles Noah et sa sœur étaient victimes de maltraitance. La plainte affirme que les travailleurs sociaux ont manqué à leur devoir de protéger les deux enfants contre les abus, ce qui a par conséquent violé les droits civils des enfants. Ils réclament actuellement un montant non divulgué en lien avec la mort de Noah. En décembre 2019, Gillian a conclu un accord et a plaidé coupable de 2 chefs de mise en danger d'enfants et Poisse a été libérée de prison sur parole. Brice, cependant, attend toujours son procès. Le corps de Noah n'a pas encore été retrouvé, mais les enquêteurs pensent qu'il a été assassiné entre le 3 et le 4 mars 2019. Ils disent qu'un mobile possible a été déterminé, mais ils ne l'ont pas encore révélé puisque l'affaire est toujours en cours. Fin mars 2019, les habitants du comté de Riverside ont organisé une veillée aux chandelles pour Noah et accroché des rubans bleus dans tout le comté, symbole de la sensibilisation à la maltraitance des enfants. La veillée s'est tenue au parc Spyglass avec des membres de la communauté et des responsables municipaux présents. Les grands-parents maternels de Noah ont aussi organisé une cérémonie commémorative dans un autre état pour la famille. Ils ont aussi dit qu'ils ne seront vraiment apaisés que lorsque le corps de Noah sera retrouvé. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Noah aujourd'hui. La mère de Noah n'a absolument pas réussi à protéger Noah et sa sœur de leur père violent. Elle savait quel genre d'homme il était, mais elle a quand même laissé ses enfants rester dans cet environnement dangereux. Je suis absolument convaincue qu'elle en sait plus sur la disparition de Noah qu'elle ne veut bien le laisser croire. Et ça me fait me demander si elle sait aussi où se trouve le corps de Noah. Les services sociaux ont clairement constaté que les enfants étaient dans un environnement dangereux et ils n'ont rien fait pour les en retirer. Toutes les personnes impliquées devraient être tenues responsables. Les choses doivent changer. Beaucoup trop d'enfants, surtout dans cette région de Californie, ont perdu la vie. Parce que non seulement leurs parents, mais aussi les services de soins sociaux, le service censé les protéger, les ont laissés tomber. Cimarron Thomas vivait à des milliers de kilomètres de l'accusateur qui a causé sa mort. Pourquoi ? Pourquoi était la plus grande question. Pourquoi ? Cimarron Elise Thomas est née le 7 juillet 2005 à Butte, dans le Montana, de ses parents Benjamin et Stéphanie Thomas. Elle avait aussi une sœur de 9 ans nommée Adara, avec qui elle était très proche. Cimarron était en 5e au collège Brewston et membre de l'équipe de volley-ball. C'était une jeune fille insouciante et gentille qui adorait jouer du violon, discuter sur les réseaux sociaux avec ses amis et écouter Katy Perry. Cimarron rêvait de devenir un jour enquêtrice criminelle et ses professeurs la décrivaient comme brillante et travailleuse. Elle était aussi l'une de leurs élèves préférées. À un moment, Cimarron et sa famille ont déménagé du Montana à Brewston Mills, Virginie-Occidentale. Puis, un jour de mai 2018, Cimarron, âgée de 12 ans, discutait avec ses amis sur Snapchat lorsqu'elle a reçu une nouvelle demande d'amis d'un nom qu'elle ne reconnaissait pas. L'autre personne s'appelait Sarah, alors Cimarron a décidé d'accepter la demande d'amis, pensant qu'il s'agissait probablement d'une fille de son âge. Elles ont échangé pendant un temps des messages sur des sujets typiques de filles de 12 ans. Elles ont ensuite évoqué les problèmes d'image corporelle et, après de nombreux compliments sur la silhouette de Cimarron, Sarah a persuadé la jeune fille de lui envoyer une photo seins nus. Dès que Cimarron a fait cela, elle a découvert qui était vraiment Sarah. Sarah n'était pas une jeune fille. En fait, cette personne n'était pas une fille du tout. C'était un homme qui piégeait Cimarron et il lui a dit qu'il avait maintenant une photo nue d'elle avec son visage. Le faux profil lui a alors dit qu'il allait publier cette photo en ligne pour que le monde entier la voie si elle ne se pliait pas à la demande qu'il allait formuler. Cimarron a supplié cette personne de ne pas le faire, mais il a continué à la menacer pendant près de 2 heures. Il lui a dit que si elle ne voulait pas qu'il publie ses photos nues sur Instagram,
elle ferait mieux de lui envoyer d'autres photos inappropriées d'elle, y compris des photos en sous-vêtements et dans différentes positions sexuelles. Lorsque Cimarron a pleuré en lui disant qu'elle ne voulait pas le faire, l'arnaqueur lui a simplement dit « Essuie tes larmes et sois mignonne pour moi ». Alors, finalement, la fillette de 12 ans, effrayée et craignant le pire, a décidé de se plier à ses exigences. Et elle a envoyé d'autres images compromettantes d'elle-même. Une fois que Cimarron eut fait ce qu'on lui avait demandé, l'arnaqueur lui a dit qu'elle avait bien travaillé et qu'elle pouvait maintenant le bloquer. Il lui a promis de supprimer ses photos et l'a rassurée en disant que tout allait bien. Cimarron s'est alors couché puis s'est levé pour aller à l'école le lendemain. Mais la jeune fille de 12 ans n'a parlé à personne de ce qui s'était passé la veille. Elle pensait que c'était fini. Il n'y avait plus de raison de s'inquiéter. Malheureusement, elle se trompait lourdement. 3 nuits plus tard, le 10 mai 2018, le prédateur a réussi à contacter Cimarron une fois de plus, cette fois avec un autre profil. Il lui a dit « Je veux jouer encore une fois ». La fillette de 12 ans le suppliait de la laisser tranquille, mais il a dit à Cimarron que si elle voulait cela, elle devrait lui envoyer encore plus de photos. Il lui a aussi dit qu'il n'avait pas encore supprimé ses photos nues qu'il lui avait promis d'effacer. À un moment donné, Cimarron a même dit à l'agresseur qu'elle allait appeler la police s'il ne la laissait pas tranquille, mais il lui a simplement répondu qu'il s'en fichait. Le faux profil a alors exigé que Cimarron prenne des photos inappropriées de sa petite sœur. Cimarron a refusé en disant « S'il te plaît, pas elle ». Lorsqu'il a insisté, Cimarron a dit au faux profil qu'elle préférait se suicider plutôt qu'impliquer sa petite sœur. Il a répondu en envoyant à Cimarron un compte à rebours, puis il a dit « Bonne chance et au revoir ». Il a également envoyé un autre message disant « Je publie d'abord au nom de Ben Thomas, le père de Cimarron. Il devrait voir les photos en premier. Tu verras ce qui se passe d'ici ce soir. J'ai voulu être gentil en te proposant de les supprimer. » Après ça, la conversation s'est arrêtée. 3 minutes plus tard, la jeune fille entra dans la chambre parentale et ferma la porte. Ses parents n'étaient tout pas là ce soir-là, sortis en amoureux. Quelques instants plus tard, la petite sœur de Cimarron s'est précipitée vers la porte de la chambre de ses parents après avoir entendu ce qu'elle pensait être un ballon qui éclate. Mais ce n'était pas du tout un ballon. En fait, Cimarron avait pris le pistolet de son père et s'était tiré dessus. Sa petite sœur a immédiatement contacté le 911 et peu de temps après, Cimarron a été transportée à l'hôpital où peu après minuit, le 11 mai 2018, elle a été déclarée morte. La famille de Cimarron n'avait aucune idée de pourquoi la petite fille autrefois heureuse avait choisi de mettre fin à ses jours, et sa mort les a laissés non seulement dévastés, mais aussi perplexes. Le père de Cimarron, Ben Thomas, un vétéran de l'armée âgé de 39 ans, était particulièrement bouleversé par la mort de sa fille. Et seulement 1 an et demi plus tard, en janvier 2020, il a lui aussi décidé de mettre fin à ses jours. Ce n'est qu'1 an après cette tragédie que la famille de Cimarron découvrirait enfin ce qui l'avait poussé à quitter ce monde à l'origine. Cela s'est produit en avril 2021 lorsque la police d'Irlande du Nord les a contactés. Elle a informé la famille de Cimarron que lors d'une enquête, ils avaient fait une découverte choquante. Les autorités avaient trouvé des historiques de discussion entre Cimarron et un homme qu'elles soupçonnaient d'exploitation sexuelle extrême. Cet homme s'appelait Alexander McCartney et c'était un homme de 26 ans qui, selon les autorités, avait ciblé jusqu'à 3500 enfants sur 64 appareils différents entre 2013 et 2019. Alexander, qui vivait toujours chez ses parents à Newry, en Irlande, avait sauvegardé des historiques de discussion entre lui et Cimarron, ainsi qu'avec plusieurs autres filles, comme une sorte de trophée malsain. Or, cet homme répugnant avait des antécédents de déviance sexuelle qui avaient commencé alors qu'il n'avait que 17 ans. Et en 2016, 5 ans avant que la famille de Cimarron ne soit informée à son sujet, la connexion Internet d'Alexandre avait été signalée pour consultation de contenu illégal, ce qui avait entraîné une perquisition au domicile de ses parents où il vivait. À ce moment-là, un grand nombre d'appareils électroniques avaient été saisis. La police a saisi 8 tours d'ordinateur, 4 ordinateurs portables, 8 tablettes et 9 téléphones portables. Sur ces appareils, ils ont trouvé des milliers d'images représentant des enfants. Mais à ce stade, la police n'était pas au courant de l'arnaque d'Alexander et aucune victime ne s'était manifestée. Donc même s'il a été arrêté, il a été libéré sous caution peu après. Malgré l'attention de la police et malgré les conditions de sa libération sous caution, Alexander continuerait à manipuler et harceler des jeunes filles en ligne. Il avait remplacé ses téléphones et ordinateurs portables, saisis par la police, pour pouvoir continuer.
Puis, en 2019, la police écossaise a contacté la police d'Irlande du Nord pour signaler qu'une fille de 13 ans avait été manipulée par un adulte suspect, ce qui a conduit à l'arrestation d'Alexander une nouvelle fois. Lorsque la police a perquisitionné son domicile cette fois-ci, il était en train de piéger une autre jeune fille alors qu'il avait son Snapchat ouvert. Les autorités ont saisi 64 appareils différents au domicile des parents d'Alexandre. Ils contenaient des dizaines de milliers d'images de jeunes filles mineures qui étaient victimes de chantage pour les forcer à accomplir des actes sexuels et à prendre des photos. Alexandre avait ciblé de jeunes filles âgées de 12 à 16 ans, la plupart d'entre elles étant en pleine remise en question de leur sexualité. Cimarron elle-même venait tout juste de révéler à ses parents qu'elle était bisexuelle. Il cherchait donc spécifiquement des filles qu'il pensait trop effrayées pour se tourner vers la police ou leurs parents, puisqu'elles venaient d'envoyer des photos nues à un inconnu et n'avaient probablement pas encore fait leur coming out auprès de leurs proches non plus. Alexandre avait donc créé de nombreux faux profils en prétendant être des filles à nommer Chloé, Anna et Sarah. Après avoir fait cela, il contactait des filles préadolescentes et leur envoyait ensuite une photo de lui-même. Bien sûr, ce n'était pas vraiment une photo de lui, mais celle d'une autre jeune fille. Certaines de ces photos étaient même celles d'autres jeunes filles qu'il avait déjà fait chanter auparavant. Alexandre les bombardait d'amour, leur disant combien elles étaient belles. Une fois qu'il avait gagné leur confiance, il poussait ses filles à lui envoyer des photos d'elles seins nus. Ensuite, il révélait qu'il était un imposteur et les faisait chanter. Les autorités ont retrouvé des historiques de discussions supprimés, révélant un schéma de manipulation de ces jeunes filles. Il les poussait à lui envoyer des photos nues d'elles-mêmes, mais chaque fois qu'il les recevait, il faisait comme s'il n'était pas satisfait. Alors, il en demandait toujours plus, et chaque fois que les filles refusaient de lui envoyer d'autres photos, il les menaçait de publier celles qu'il avait déjà sur Internet. La police a également découvert que dans la section des notes du téléphone d'Alexandre, il avait enregistré une conversation pré-rédigée qu'il envoyait par copier-coller à de nombreux enfants. Une partie de ce message disait « Très bien, j'ai utilisé une fausse application d'appareil photo. J'ai ta photo de visage et tes photos nues. Tu vas faire ce que je dis ce soir, puis je partirai après. Mais si tu ne le fais pas, je mets tout en ligne pour que tout le monde voit. Compris ?» Comme ces messages avaient aussi été envoyés via Snapchat, Alexandre avait pu voir la localisation des filles. Il a dit à certaines qu'il viendrait dans leurs écoles et diffuserait les photos partout. Alexandre a même dit à une autre enfant qu'il allait envoyer des gens chez elle pour la violer. Pour accentuer l'humiliation de ses victimes, Alexandre leur demandait parfois d'uriner et de déféquer sur elles-mêmes ou au sol, puis de manipuler les excréments. Dans plusieurs cas, il a même menacé les enfants de montrer les photos à d'autres pédophiles, où il forçait ses victimes à impliquer des membres de leur famille, des animaux domestiques et des objets. De nombreuses vidéos saisies par la police montrèrent les victimes d'Alexandre le supplier et fondre en larmes. Quelques enfants ont dit au monstre qu'ils allaient se faire du mal ou se suicider, mais il répondait simplement qu'il s'en fichait. Une fille lui a souvent dit qu'elle voulait se suicider et que sa mère mourait d'un cancer. Il a répondu « Je n'en ai rien à foutre de toi ou de ta mère ». Lorsque les autorités ont fouillé le domicile d'Alexandre après sa dernière arrestation, elles ont également trouvé une note manuscrite. Cette note était adressée à sa mère et à son père, et elle expliquait que lorsqu'il avait 15 ans, il avait été victime d'une personne qui s'était fait passer pour quelqu'un d'autre et qu'il avait manipulé pour qu'il envoie des photos nues, puis l'avait fait chanter. La lettre laissait entendre que c'était cela qui avait poussé Alexandre à faire la même chose à ses filles. De plus, selon Alexandre, la personne qui l'avait piégé en se faisant passer pour quelqu'un d'autre s'appelait en réalité Sarah, et c'est elle qui l'avait poussé à aller chercher des photos nues de filles. La police lui a demandé pourquoi une autre personne agirait ainsi, et Alexandre a répondu qu'elle était sûrement paresseuse et voulait que quelqu'un fasse son sale boulot. Bien sûr, les enquêteurs n'ont absolument pas cru à cette histoire absurde. Il a également été découvert que lorsque certaines de ses victimes demandaient à Alexandre pourquoi il leur faisait cela, il inventait un mensonge complet, disant que ses parents étaient en prison pour l'avoir agressé sexuellement et que c'était ainsi qu'il gérait la situation. D'autres fois, il était un peu plus honnête et disait à ses victimes « Je suis juste perturbé et j'aime des trucs bizarres » ou bien « J'ai juste cette envie où j'aime avoir le contrôle total sexuellement ». Maintenant, Alexandre McCartney serait décrit par ses anciens amis comme un peu solitaire et un peu bizarre, qui était super intéressé par les ordinateurs.
Ils affirmèrent pourtant n'avoir jamais imaginé qu'il soit un tel prédateur. Après l'arrestation d'Alexandre, il a avoué 185 chefs d'accusation impliquant 70 enfants différents. Il a également reconnu un chef d'homicide involontaire en lien avec la mort de Cimarron. À l'origine, la police américaine et la famille de Cimarron voulaient qu'Alexandre soit extradé vers les États-Unis afin qu'il puisse également y être poursuivi. Mais malheureusement, cela n'a pas été possible. Cependant, son affaire reste l'une des plus grandes inculpations criminelles de l'histoire de l'Irlande du Nord. Il a été condamné à la prison à vie pour ses crimes, avec un minimum de 20 ans derrière les barreaux avant d'être éventuellement éligible à une libération conditionnelle, ce qui, à mon avis, n'est toujours pas suffisant. Dans une déclaration d'impact sur la victime, les grands-parents de Cimarron ont déclaré « Nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Cela nous a privés de nombreuses années avec Cimarron et Ben, ainsi que de la vie que nous avions imaginée. Nous ne verrons pas Cimarron obtenir son diplôme, ni aller au bal de promo. Nous ne verrons jamais Ben la conduire à l'hôtel, ni rencontrer ses enfants. Nous ne pourrons jamais avoir les vacances en famille que nous avions prévues quelques jours seulement avant la mort de Cimarron. On nous a volé ses souvenirs et nos vies ont été changées à jamais. » Les funérailles de Cimarron ont eu lieu le samedi 19 mai 2018 à la maison funéraire Tomblin à Elkins. Elle a ensuite été incinérée. Sous la direction d'Ashton, l'ami d'enfance de Cimarron, famille et amis ont organisé plusieurs courses en hommage à Cimarron et à son père Ben. Elles ont permis de récolter des milliers de dollars donnés à la Fondation américaine pour la prévention du suicide. Merci d'avoir écouté l'histoire de Cimarron aujourd'hui. Cette histoire est tellement effrayante, sachant à quel point il est facile pour quelqu'un de profiter d'un enfant en ligne, même si cette personne se trouve à l'autre bout du monde. Alexandre savait exactement ce qu'il faisait, et il avait appris à manipuler parfaitement des milliers d'enfants au fil des années, tout en s'en sortant parce qu'ils avaient trop peur de parler. C'est déchirant de penser que Cimarron croyait que la seule issue à cette terrible situation était de mettre fin à ses jours. Affirmant que les agents ont négligé leur devoir de protection envers le bébé en le laissant sur place. Il a fallu 12 heures à la police pour réellement partir à la recherche de l'enfant, malgré les supplications répétées. Charlie Malali est né le 18 mai 2012 de sa mère, Tamika Malali, à Broome, en Australie occidentale. Charlie était connu pour être un bébé adorable, toujours joyeux. Et malheureusement, le petit Charlie n'avait que 10 mois au moment de son décès. Le 19 mars 2013, le grand-père de Charlie, Ted Malali, a organisé une fête d'anniversaire. Et après cela, vers 10h30, Tamika, il s'appelait Charlie Bell. Elle est allée retrouver le petit ami de Tamika chez un ami. Une rumeur disait que le petit ami de Tamika, Mervyn Bell, l'avait trompée la semaine précédente pendant qu'elle était à Perth. Elle a donc décidé de le confronter. Quand elle l'a fait, Mervyn s'est emporté et a crié sur Tamika, l'insultant. Alors Tamika a décidé qu'il était temps pour elle de partir. Elle a pris Charlie dans sa poussette et a commencé à rentrer chez elle à pied. Cependant, Mervyn la suivait de près en voiture. Il était toujours en colère que Tamika l'ait humilié chez un ami. C'était lui qui l'a trompée, soi-disant, mais elle l'avait humilié en lui posant la question. Quand il a rattrapé Tamika, Mervyn est sorti de sa voiture et a attaqué Tamika brutalement avant de la déshabiller et de la laisser meurtrie et ensanglantée sur le bord d'une route à Broome. En assistant à l'agression, une voisine qui était aussi infirmière a crié à Mervyn de lâcher Tamika. Elle a ensuite appelé le père de Tamika ainsi que la police. Cependant, Mervyn s'est enfui juste après cela, avant que la police n'arrive. Lorsque la police d'Australie occidentale est arrivée, elle a trouvé Tamika visiblement bouleversée, blottie sous le carport de sa voisine. Elle était couverte de sang et enveloppée dans un drap emprunté. À ce moment, le père de Tamika, Ted, est arrivé presque en même temps que la police et criait qu'il fallait arrêter Mervyn. Mais la police n'écoutait pas et elle ne traitait pas Tamika comme une victime d'un crime horrible. Au contraire, ils la considéraient comme un témoin et la pressèrent de donner des détails sur le champ. En sang, couverte de bleu et à moitié nue, ils voulaient connaître les détails au lieu de l'emmener à l'hôpital. L'un des yeux de Tamika avait même du sang à l'intérieur, ce qui signifiait qu'elle avait probablement une blessure à la tête.
Tamika ne faisait déjà pas confiance à la police. Tellement en colère à cause de la façon dont elle était traitée, et aussi gênée d'être à moitié nue, debout au milieu d'une rue où elle connaissait beaucoup de monde, Tamika a commencé à crier et à insulter les policiers. Cela a vite dégénéré en crachats, puis elle a tenté de fuir. Les agents ont finalement plaqué Tamika au sol, puis l'ont mise à l'arrière de la voiture. Ils n'avaient d'ailleurs pas besoin de l'interroger à ce moment-là. Ils avaient déjà un autre témoin, l'infirmière, qui était une voisine ayant vu l'agression. Ted suppliait la police de les laisser l'aider à calmer sa fille, mais au lieu de cela, il a été accusé d'entrave à la police. Il essayait seulement d'aider. Tamika sera plus tard accusée d'avoir agressé un agent. Les policiers ont décidé qu'ils allaient emmener Tamika directement au poste de police au lieu de l'hôpital. Mais sur l'insistance de Ted, la police a finalement accepté d'emmener Tamika à l'hôpital. Ted, cependant, ne leur faisant pas confiance vu ce qui s'était déjà passé cette nuit-là, a décidé de les suivre en voiture pour s'assurer qu'ils donnent à sa fille les soins médicaux appropriés. Avant que Ted ne monte dans sa voiture pour suivre la police, il a demandé à l'agente de police de surveiller Charlie qu'il tenait dans ses bras, mais elle a refusé. À la place, Charlie a été confié à la cousine de Mervyn qui habitait par hasard dans la même rue. Lorsque Tamika a finalement été amenée à l'hôpital et soignée, le médecin a dit que si elle n'avait pas reçu de soins médicaux pour ses blessures rapidement, cela aurait pu lui être fatal. Ces blessures comprenaient un rein lacéré, une clavicule cassée, des côtes fracturées, une rate contusionnée, ainsi que de graves ecchymoses au visage, au dos et au ventre. Pendant que Tamika recevait des soins à l'hôpital avec son père, Ted, à ses côtés, Mervyn était retourné chez son cousin et avait convaincu ce dernier de lui confier le petit Charlie en disant qu'il allait l'emmener chez son grand-père. Donc, lorsque Ted est allé chercher Charlie un peu plus tard, vers minuit, il n'était pas là. Affolé, Ted est retourné à l'hôpital où se trouvait Tamika, car il savait qu'il y avait un policier qui surveillait sa fille. Il a informé cet agent que Mervyn avait emmené Charlie et qu'il était urgent de commencer à le chercher immédiatement, car il avait un mauvais pressentiment. Mervyn allait faire du mal ou tuer l'enfant. Et ce que l'agent a répondu à Ted était absolument incroyable. Il a dit « Eh bien, combien de voitures pensez-vous que nous avons ? Nous n'en avons que 2. L'une est ici, occupée à surveiller votre fille à l'hôpital, et l'autre est au commissariat, occupée à faire de la paperasse. » Voyant que cet agent ne l'aiderait pas, Ted est allé au commissariat de Broome pour demander de l'aide pour retrouver son petit-fils Charlie. Les policiers ont ensuite affirmé que pendant que Ted était au commissariat, il était ivre et agressif. Ted, cependant, a déclaré qu'il n'avait pas bu une goutte d'alcool depuis 30 ans. Inutile de préciser qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux ni aidé. Ted a alors appelé le 000 dans une tentative désespérée pour que quelqu'un le prenne au sérieux. Il a dit à l'opératrice qu'il était très inquiet pour son petit-fils Charlie et l'opératrice lui a répondu qu'elle parlerait au sergent de police à Broome et qu'elle transmettrait la gravité de la situation. Lorsque l'opératrice a fait cela et a parlé au sergent de police, celui-ci lui a dit « Peut-être qu'on peut envoyer quelqu'un là-bas pour aider » car Ted avait déjà entravé le travail de la police pendant des heures cette nuit-là, selon lui. Un peu plus tard, Ted a reçu un message texte incohérent de Mervyn. Il disait « Parle-nous, je mets les services sociaux sur votre dos à tous les deux. Tu n'es même pas capable de t'occuper de ton propre petit enfant. Et maintenant, la police va venir te chercher ? Ha !» Ted a aussitôt remis cela à la police, espérant qu'il localise le téléphone de Mervyn pour retrouver Charlie. Cependant, la police n'a pas donné suite au message texte, affirmant que les $800 nécessaires pour utiliser la technologie de recherche sur le réseau mobile afin de localiser les 2 personnes n'étaient pas disponibles pour cet incident. Ted leur a dit qu'il était plus que disposé à payer les $800. Ils lui ont dit que ce serait trop long. Et lorsque Ted a demandé au sergent de police de simplement lire le message texte qu'il avait reçu de Mervyn, il a refusé et a éconduit Ted, lui disant de revenir le matin et de parler à l'agent de liaison autochtone. Ils ont également dit à Ted à ce moment-là qu'il devait arrêter d'appeler le 000. Le grand-père bouleversé est rentré chez lui, pensant qu'il n'y avait plus rien à faire cette nuit-là, car personne ne voulait l'écouter. La police affirmera plus tard que Ted avait appelé le commissariat après cela, leur disant que tout allait bien, qu'il avait parlé à Mervyn, que Charlie allait bien et qu'il n'avait donc plus besoin de chercher, ce qui était tout sauf vrai. La police n'a pas rédigé de rapport de disparition pour Charlie, affirmant qu'il était courant dans les groupes autochtones que plusieurs membres de la famille veillent sur un enfant. Ils ont également déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de l'agression contre Tamika, et manifestement, ils se fichaient complètement du passé criminel violent de Mervyn.
Si l'un des agents avait lu ne serait-ce qu'une partie de la plainte de Ted, ils auraient su que Mervyn n'était pas un membre de la famille et qu'il n'était pas censé avoir Charlie. Ted est retourné au commissariat dès le lendemain matin pour savoir où en était l'enquête, s'ils avaient retrouvé son petit-fils. Mais personne ne cherchait Charlie. Il était porté disparu depuis plus de 6 heures à ce moment-là et rien n'était fait. La police n'a même pas contacté le cousin de Mervyn, celui qui s'occupait de Charlie, avant 10 heures du matin. À 12h57, soit 13 heures après la disparition initiale de Charlie, la police de Broome a finalement lancé une alerte concernant le petit garçon à tous les commissariats locaux. Mais le premier rapport diffusé comportait un mauvais numéro de plaque d'immatriculation pour la voiture que conduisait Mervyn, ce qui a encore entravé l'enquête. Et d'une manière ou d'une autre, Tamika a réussi à sortir de l'hôpital, même si elle avait des blessures très graves. Elle voulait partir à la recherche de son fils elle-même. Cependant, ses blessures se sont avérées si graves qu'elle a dû se faire réadmettre à l'hôpital la nuit suivante. Et croyez-le ou non, à un moment donné, Tamika et Ted étaient littéralement à genoux, suppliant la police de simplement faire son travail. Ils ont demandé à Tamika de retourner chez elle et d'apporter l'acte de naissance de Charlie afin qu'elle puisse prouver que Mervyn n'était pas son père biologique. Comme si ça avait de l'importance. Et malheureusement, pendant toute la période où Charlie avait disparu, Mervyn Bell avait été aperçu par plusieurs personnes. Il avait un comportement instable et inquiétant. Plusieurs personnes ont même contacté la police pour leur dire qu'elles avaient vu Mervyn porter un bébé inerte. Mais même dans ce cas, la police n'a pas agi. Et comme cela s'était produit dans d'autres secteurs et que la police de Broome n'avait pas encore lancé d'alerte, ils n'ont pas été informés. Mervyn avait conduit Charlie sur presque 1000 km, soit environ 600 miles de Broome, jusqu'au relais routier de Fortescue. Mervyn et Charlie sont arrivés là-bas vers 13h30 le 20 mars. Mervyn a ensuite sorti le corps sans vie de Charlie de la voiture et est entré dans le relais routier où il a déposé Charlie sur la table où un homme mangeait, puis il a demandé à quelqu'un d'appeler une ambulance. Mervyn a alors commencé à faire un massage cardiaque à Charlie et il a affirmé à tous ceux qui l'entouraient que toutes les blessures que Charlie avait sur le corps, de la tête aux pieds, étaient toutes accidentelles. L'homme assis à la table où Mervyn avait laissé Charlie a dit avoir remarqué que Charlie était trempé de la tête aux pieds, avait des ecchymoses importantes sur tout le corps, une grosse bosse au milieu du front et une marque de brûlure au centre de la poitrine qui pelait. Il a aussi mentionné une odeur désagréable provenant du corps du garçon, sans pouvoir en déterminer l'origine. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Charlie ne respirait plus et il n'avait plus de pouls. Il a alors été déclaré mort. Charlie avait subi de nombreuses fractures, notamment au bras et à la jambe. Il avait également une lésion cérébrale, des brûlures au 3e degré et il avait été agressé sexuellement. Lors de son arrestation, Mervyn a expliqué à la police avoir emmené Charlie pour le conduire chez la famille de son père, près de Geraldton. Mais une fois que le bébé avait été blessé accidentellement, il avait trop peur de le ramener à Tamika. Mais en même temps, il n'a jamais pensé à emmener le bébé grièvement blessé à l'hôpital parce qu'il ne pensait pas qu'il avait besoin de soins médicaux. Mervyn a essayé de dire que les ecchymoses sur le corps de Charlie avaient été causées lorsqu'il était tombé d'une voiture en marche. Mervyn a dit qu'il faisait le tour d'un rond-point quand il a heurté un trottoir et soudain la porte s'est ouverte et Charlie est tombé. L'histoire la plus ridicule qui soit, mais bon. Mervyn a dit qu'il a paniqué, était bouleversé et a pleuré quand cela s'est produit. Il a ajouté qu'il était si affecté d'avoir blessé le petit garçon qu'il l'a pris dans ses bras. Il a essayé de le réconforter, mais il n'a pas vérifié s'il avait des blessures, a-t-il affirmé. Après l'incident, Mervyn a dit avoir enveloppé Charlie dans une couverture et l'avoir posé sur le plancher de la voiture. Ils ont continué à rouler, puis plus tard, lorsque le soleil s'est levé, ils ont décidé de s'arrêter à quelques endroits pour se baigner parce qu'il faisait très chaud dehors. Il a dit qu'à un trou d'eau à Karata, il avait posé le petit garçon sur des rochers brûlants et c'est ainsi qu'il avait eu des brûlures sur le corps. À ce moment-là, il faisait près de 35 à 40 degrés Celsius, soit dans les 90 degrés Fahrenheit. Mervyn a affirmé qu'il avait ensuite mis Charlie dans l'eau pour essayer d'apaiser ses brûlures. Des images de vidéosurveillance montraient Mervyn achetant des provisions, dont de la bière. Il a affirmé qu'il était surtout là pour acheter du lait au chocolat et une orange pour le petit garçon, qu'il comptait lui donner plus tard quand il se réveillerait. Après cela, Mervyn a raconté qu'il avait emmené Charlie sur une plage à Dampier. Cependant, Charlie ne voulait rien savoir
il voulait juste rester là et dormir. Il a ensuite emmené Charlie à un autre endroit pour nager près de la rivière Fortescue. Là, il a dit que la tête du petit garçon avait glissé sous l'eau et qu'après cela, il ne respirait plus. Mervyn a raconté qu'après environ 20 secondes sous l'eau, il a senti un coup à la jambe et en remontant, a vu le bébé le visage dans l'eau. Mervyn Bell a été jugé à la fin de 2014 et il continuait d'affirmer qu'il n'aurait jamais fait de mal au petit garçon. Le procès de Mervyn s'est déroulé devant par un juge siégeant sans jury, car il avait été décidé plus tôt que les preuves seraient trop choquantes et difficiles à supporter pour un jury. Plus de 100 photographies du petit corps de Charlie ont été présentées comme preuve au tribunal. Un médecin légiste a témoigné que les ecchymoses et les éraflures sur le corps de Charlie étaient été probablement causées par un impact contondant, tandis que sa fracture du fémur et de l'os du bras avait été provoquée par une sorte de torsion mécanique. Le médecin légiste a aussi déclaré au tribunal que la cause du décès de Charlie reste indéterminée. Et cela n'arrive pas très souvent, a-t-il dit, seulement dans environ 1 à 2% des cas. Il pense qu'en plus des blessures de Charlie, il aurait aussi pu mourir de déshydratation, d'hyperthermie ou d'un coup de chaleur. Le tribunal a également entendu un expert en brûlures qui a déclaré que Charlie semblait avoir subi des brûlures par contact et des blessures de type ébouillantement. Le médecin a indiqué que la blessure au bas du dos de Charlie était compatible avec de l'eau chaude versée ou éclaboussée. Elle a également déclaré que les blessures de Charlie semblaient différentes par leur type, leur apparence et peut-être leur moment d'apparition. Maintenant, l'avocat de Mervyn disait qu'il n'y avait aucun motif pour toutes les blessures infligées à Charlie, sauf peut-être le fait qu'il était un peu fâché contre sa famille. Mais il ne croyait pas que Mervyn l'aurait fait. Tout à coup, il décide de se venger en déversant sa colère sur le petit Charlie. Une voisine de Mervyn a témoigné au tribunal et elle a dit que Mervyn lui avait dit que la famille du bébé n'avait aucune idée de ce dont il était capable et qu'ils allaient souffrir. La voisine a également déclaré que dans les heures précédant l'enlèvement de Charlie, Mervyn était passé chez elle et qu'il était très en colère et se comportait de façon erratique. Mervyn a dit à cette voisine que la famille de Tamika ignorait ce qui les attendait. La défense a également tenté de dire que le jugement de Mervyn avait peut-être été affecté par le manque de sommeil. Une spécialiste des troubles du sommeil a témoigné que Mervyn n'avait pas dormi depuis 24 heures, ce qui signifiait qu'il y avait un risque d'altération de la prise de décision, de la planification et aussi du jugement. Cependant, la docteure a déclaré qu'il était impossible de quantifier l'impact du manque de sommeil. La défense de Mervyn a également tenté de dire que le jeune homme de 27 ans avait eu une vie traumatisante. Il avait perdu son père alors qu'il n'était qu'un bébé, puis sa mère quand il avait 5 ans. Avant sa mort, la mère de Mervyn avait également fréquenté un homme violent qui battait sa mère, lui et sa sœur, allant même jusqu'à frapper Mervyn à la tête avec un marteau. En grandissant, Mervyn a sombré dans la drogue et maltraité sa partenaire, selon sa défense. Mais la juge l'a finalement déclaré coupable et avant l'énoncé de sa peine, des déclarations des victimes ont été lues. Une partie de la déclaration de Tamika disait « Les mots ne peuvent exprimer la douleur, la souffrance et le chagrin qu'une mère ressent. Mon fils a été assassiné. Au lieu de le voir grandir, nous allons rendre visite à Charlie Boy sur sa tombe à chaque anniversaire. » Et le grand-père du bébé, Ted, a écrit dans sa déclaration de la victime qu'il était censé garder Charlie la nuit où il a été enlevé. Mais il avait dit à Tamika que puisque Charlie avait un rhume, elle devrait l'emmener avec elle. Il a dit « J'ai le sentiment aujourd'hui que si j'avais gardé Charlie Boy, il serait encore en vie aujourd'hui. » C'était un enfant adorable, toujours heureux. L'impact de cet incident a déchiré ma famille. Ma fille n'est plus la même. Cette belle âme commence à s'éteindre. Ma fille est accablée de chagrin et je me sens impuissante. Je ne sais pas quoi faire. Le 12 décembre 2014, Mervyn Bell a été condamné à la prison à vie avec une période de sûreté de 27 ans. En le condamnant, le juge a déclaré que le crime de Mervyn était l'un des plus odieux qu'il ait jamais vu. Et quelques mois plus tard, Mervyn a été jugé puis condamné à 5 ans de prison pour l'agression contre la mère de Charlie, Tamika. À présent, la police maintenait toujours les charges contre Tamika, même après qu'elle ait perdu son petit garçon. Elle a en fait été reconnue coupable et condamnée à 12 mois de prison, peine qui a également été assortie d'un sursis de 12 mois. Lors du verdict, le juge a affirmé que, bien qu'il juge l'agression de fonctionnaires grave, il a aussi pris en compte ce que Tamika a vécu et ne pouvait simplement pas l'envoyer en prison. Il a dit que s'il y avait un moment où un tribunal devait faire preuve de clémence, c'était bien aujourd'hui dans cette affaire. Dans ce cas, ne lui donnez pas de peine de prison.
Peu après son meurtre, la famille de Charlie s'est rendue au relais routier de Fortescue pour poser une plaque à sa mémoire. Le mémorial comporte une plaque en laiton gravée et repose sur une structure en pierre de Beagle Bay, péninsule de Dampier. En prison, Mervyn Bell a été agressé par 2 détenus qui l'ont frappé à la tête avec un marteau. Cependant, ces 2 détenus ont ensuite été acquittés des charges retenues contre eux, TTC. Puis, le 9 septembre 2015, Mervyn Bell a été retrouvé mort dans les douches de la prison. On pense qu'il est décédé des suites de blessures qu'il se serait infligées lui-même. Et Tamika a dit que sa famille a ressenti un soulagement depuis qu'elle a appris la mort de Mervyn. Maintenant, ils n'ont plus à s'inquiéter qu'il soit libéré un jour. Ils regrettent seulement qu'il n'ait pas eu à souffrir autant que Charlie. En 2019, la famille Malali a demandé une enquête sur la mort de Charlie. Cependant, cela a ensuite été refusé par le coroner de l'État. L'affaire a ensuite été étudiée par la Commission de lutte contre la corruption et le crime, CCC. La famille Malali avait déposé une plainte alléguant que la mort de Charlie aurait pu être évitée si la police avait agi de manière rapide et professionnelle. Dans son rapport, la CCC a déclaré « Bien qu'il y ait eu une réponse tardive et inefficace de la part des agents la nuit de la disparition de Charlie, il était impossible de savoir si une intervention plus rapide aurait pu sauver le bébé. » Elle a finalement conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir une faute grave de la part des agents impliqués. Mécontents des conclusions de la CCC, les Malali ont porté leur combat devant la Cour suprême d'Australie occidentale. Ils ont plaidé pour une enquête afin de déterminer si la mort de Charlie avait été causée ou favorisée par l'action d'un membre de la police. Mais à la mi-2020, un juge a également rejeté cette demande. Lui aussi doutait qu'il y ait assez de preuves que la police n'avait pas protégé le garçon. Et ce n'est qu'en juin 2022 que le gouvernement d'Australie occidentale a finalement présenté ses excuses à Tamika et à son père Ted. Ils ont également été graciés pour leurs accusations criminelles après avoir vécu l'impensable. Après près d'une décennie de lutte pour la justice, la famille Malali a enfin obtenu la reconnaissance qu'elle attendait depuis tant d'années. Devant le Parlement de l'État, Tamika a déclaré que les excuses signifiaient beaucoup pour elle et qu'elle pouvait sentir qu'elles étaient sincères. Elle dit qu'ils ont entendu la vérité sur ce qui s'est passé il y a 9 ans et que cela les a touchés. Elle est plus indulgente que je ne le serais. Les funérailles du petit Charlie Malali ont eu lieu à la chapelle Pinaro West le 19 avril 2013. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Charlie aujourd'hui. Cette affaire est absolument révoltante. La police ne s'est absolument pas souciée d'aider Charlie et sa famille. C'est déplorable de penser que des personnes censées protéger peuvent agir de manière aussi honteuse. Et il leur a fallu 9 ans, ne serait-ce que pour présenter des excuses à la famille. Et cela sans même mentionner le fait que Charlie avait subi une torture inimaginable pendant les 16 heures de sa disparition. Et c'était aux mains de Mervyn, quelqu'un qui était censé prendre soin de lui. Cette histoire est tout simplement incroyable à bien des égards. Maya Chappell est née en mars 2020 de sa mère, Dana Carr, et de son père, James Chappell. Maya débordait de vie et de personnalité. Elle était aussi très espiègle. Maya adorait chanter et danser, et elle aimait aussi les gâteaux ainsi que tout ce qui concernait Peppa Pig. On disait qu'elle avait un rire contagieux et tous ceux qui la rencontraient l'adoraient. Les parents de Maya étaient ensemble depuis que sa mère, Dana, avait 17 ans. Elle avait ensuite donné naissance à Maya lorsqu'elle avait 21 ans. Dana affirmait que bien que le père de Maya, James, était un père formidable, leur relation avait été toxique et horrible et remplie de violences domestiques, ce que James niait. Ils ont fini par se séparer peu avant le premier anniversaire de Maya et ont partagé ensuite la garde. Puis, lorsque Maya avait 2 ans, en juillet 2022, Dana travaillait temporairement dans le pub d'une amie lorsqu'un homme qui livrait des bouteilles de gaz attira son attention. Cet homme s'appelait Michael Damond et Dana tomba rapidement folle amoureuse de lui. Elle décrivait Michael comme adorable et attentionné, ce qui sont 2 des adjectifs les plus éloignés de ce qu'il est réellement, à mon avis. Quelques jours après le début de leur relation, Michael a rendu visite à Dana chez elle à Catchgate, dans le comté de Durham, et n'est presque plus jamais reparti. Dana disait que Michael, son nouveau compagnon, traitait Maya comme sa propre fille. Elle disait qu'ils faisaient des cookies ensemble et que parfois, avec Maya, ils regardèrent des films sur le canapé.
Dana affirmait aussi que sa fille l'appelait Dee et que chaque fois qu'il quittait la pièce, elle demandait « Où est passé Dee ?» Donc, selon Dana et Michael, il avait une bonne relation avec Maya. Michael a même affirmé que lui et Dana avaient déjà discuté du fait qu'il trouvait étrange à quel point lui et Maya s'entendaient bien, ce qui est en soi une chose étrange à trouver étrange. N'est-ce pas? Le père de Maya, James, doutait de ce nouveau petit ami et a contacté la police pour faire une demande selon le dispositif Sarah's Law. Il s'agissait de vérifier si Michelle avait des antécédents de violence envers les enfants. Mais Dana a informé son ex, James, qu'il n'était plus nécessaire de faire cette demande car elle avait quitté Michelle. Elle lui a menti et a dit « Il n'est pas là, James, et je n'ai pas l'intention de le laisser s'approcher de moi ou de Maya. » Dana l'avait dit à James, bien que son nouveau petit ami Michael n'ait même pas de casier judiciaire pouvant justifier une intervention policière. Quelques semaines après l'arrivée de Michael, le père de Maya s'est inquiété en remarquant un changement radical chez sa fille et s'est préoccupé davantage de sa sécurité. Lors de ses visites chez son père, Maya avait commencé à mal se comporter et à veiller très tard. James a aussi appris que le nouvel homme avec qui sa fille vivait était lié à des trafiquants et poursuivi pour une grosse dette de drogue. En fait, Michelle s'était récemment disputée avec sa mère et son beau-père parce que des gens venaient sans cesse frapper à leur porte à Sunderland pour chercher Michelle et l'argent qu'ils leur devaient. En conséquence, ils ont dû leurs fenêtres brisées, de la peinture jetée sur leur maison et des fusibles volés, ce qui les a laissés sans électricité. Comme si tout cela n'était pas déjà assez grave, James a aussi commencé à remarquer des ecchymoses sur le corps de Maya, y compris une très grande sur son os pubien. Voyant ces ecchymoses sur sa fille pour la première fois, James a aussitôt envoyé un message à son ex, Dana, pour lui demander ce qui s'était passé, bordel. Mais elle trouvait toujours des excuses, disant par exemple que Maya se cognait souvent contre des objets. Dana travaillait tandis que Michael, ne travaillant pas, restait à la maison avec Maya pendant la journée. En fait, elle travaillait comme coordinatrice de soins et organisait des services pour les personnes âgées à Stockton. La plupart des blessures de Maya étaient survenues lorsqu'elle était seule à la maison avec Michelle. Quand Dana demandait ce qui était arrivé à sa fille, Michelle trouvait toujours des excuses auxquelles elle croyait encore et encore. Parmi ces excuses, Michelle disait que Maya se mordillait elle-même et qu'elle se cognait contre des objets. Dana acceptait même les explications de Michelle qui n'avaient absolument aucun sens, comme la fois où elle avait des bleus des deux côtés du visage. Michelle a affirmé que c'était dû à une chute du toboggan de l'aire de jeu. Cependant, ces bleus avaient la forme de doigts d'adultes. Le couple avait aussi retiré Maya de sa nouvelle école maternelle, celle qu'elle n'avait fréquentée que pendant 2 jours, parce qu'il voulait éviter les questions sur toutes ses blessures. Le beau-père de Dana, Christopher Fellows, avait vu Maya pendant la période où Michelle vivait à la maison. Christophe avait en fait gardé Maya et lui donné un bain lorsqu'il a remarqué un grand nombre d'ecchymoses sur son corps. Et comme il était très inquiet, il a fini par prendre des photos de toutes ses blessures, y compris celles sur son visage, son abdomen et sa région pubienne. Le beau-père de Dana lui a envoyé ces photos, mais elle a ignoré ses avertissements, affirmant que sa fille s'était infligé ses blessures elle-même. Davantage d'ecchymoses ont été observées sur la fillette après son week-end chez sa grand-mère et son père James. Mais après qu'elle ait été rendue à sa mère Dana à la fin du week-end, Dana a essayé de dire qu'elle avait eu les ecchymoses pendant qu'elle était chez sa grand-mère. À un moment donné, la grande-tante de Dana s'est tellement inquiétée qu'elle a appelé les services de protection de l'enfance. Cependant, on ne sait pas si quelque chose a réellement été fait. Le jour où Dana a tenté d'accuser la grand-mère de Maya pour ses ecchymoses, Michael a informé Dana que c'était la dernière fois qu'il pouvait garder Maya à cause de ses blessures. Il ne voulait pas être tenu responsable, alors il lui a écrit « Désolé, mais je ne laisserai personne nous accuser, ni moi ni toi ». Dana a même envoyé un message à la mère de Michael, son petit ami, pour lui dire qu'il était très stressé à cause de l'histoire avec Maya. Elle a dit qu'elle ne savait pas quoi faire, mais elle a ensuite renvoyé un message plus tard en disant qu'elle devait agir parce qu'elle le voyait replonger dans ses excès et que ça n'aiderait personne. Donc, même après avoir été alertée de la situation, Dana n'a rien fait pour empêcher sa fille d'être blessée. Au lieu de ça, elle a dit à Michael à quel point elle l'aimait et qu'elle ne voulait pas le perdre. Quelques mois après que Michael ait emménagé, le 15 septembre, Maya devait aller passer du temps avec son père, mais Dana lui a dit qu'elle ne pouvait pas venir parce qu'elle était trop malade. Cependant, elle cachait probablement simplement les bleus que Maya avait sur le corps.
Un peu plus d'une semaine plus tard, le 27 septembre, Dana était au travail lorsqu'elle a commencé à recevoir des messages de Michael. Il lui a dit que Maya avait encore un autre bleu qui apparaissait sur son visage, ce à quoi Dana a répondu « Oh mince, pauvre petite ». Michael a envoyé à Dana une photo montrant les bleus de Maya avec la légende « Regarde dans quel état elle est, mince ». Dana lui a alors répondu par texto « C'est quoi ce bordel ?» Michael a répondu « Chérie, j'espère vraiment que tu ne penses pas que je lui fais ça ». Elle a répondu « Je ne penserai jamais ça ». Et Michael lui a dit « Je n'ai jamais levé la main sur elle, je te le promets ». Et Dana a de nouveau répondu « Je sais, chérie, s'il te plaît, ne crois pas que je pourrais penser ça. Peut-être que tu devrais le penser. » Plus tard dans la même journée, Dana a envoyé un message à Michael disant « Merci beaucoup de m'avoir aidé avec Maya ». Le 28 septembre, le lendemain de l'envoi de ces messages, Dana est repartie travailler tandis que Michael gardait Maya à la maison. Ce matin-là, Maya s'était réveillée avec une gastro qui circulait dans la maison, donc elle ne se sentait pas bien, mais ce n'était rien de grave. Puis, à 15h37 cet après-midi-là, Michael a appelé Dana, paniquée, lui disant que Maya n'allait pas bien et qu'elle devait rentrer à la maison. Il a ensuite composé le 999 et leur a dit que la petite fille haletait, cherchant son souffle. Et alors que Dana rentrait chez elle en courant, elle a envoyé un message à son petit ami, disant quelque chose comme « J'arrive, s'il te plaît, ne me laisse pas. Est-ce que tu vas bien ?» Mais elle n'a rien envoyé au sujet de sa fille parce qu'elle s'en fichait clairement. Tout ce qui comptait pour elle, c'était sa relation amoureuse avec Michael. La police et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux peu de temps après l'appel au 999 et ils ont trouvé le corps sans vie de Maya allongé sur le sol du salon. De là, elle a ensuite été transportée par hélicoptère à l'hôpital Royal Victoria Infirmary à Newcastle, mais elle n'a jamais repris connaissance et elle est décédée à l'hôpital 2 jours plus tard. À l'admission de Maya, les médecins ont aussitôt relevé près de 50 ecchymoses et marques sur son corps, ce qui a éveillé leurs soupçons sur la cause de son décès. Ce n'est qu'après être arrivé à l'hôpital avec Maya que Dana affirmera avoir commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas et que les blessures de sa fille avaient été infligées intentionnellement. Une autopsie a révélé que la petite fille était décédée après avoir subi une agression par objet contondant, probablement des secousses et un impact violent à la tête, ainsi que des coups violents à l'abdomen. On a également trouvé des marques indiquant qu'il y avait eu des tiraillements de son oreille gauche et de sa mâchoire. Le médecin légiste a même déclaré que l'importante quantité de dommages subis par les yeux de Maya était quelque chose qu'il ne voyait habituellement que dans des accidents de voiture à grande vitesse ou des chutes de plusieurs étages. Toutes les blessures de Maya semblaient avoir été infligées délibérément et avaient entraîné des lésions cérébrales dont elle n'a jamais pu se remettre. Michael Damon avait été arrêté sur place à l'arrivée de la police et des ambulanciers, puis inculpé de meurtre. Amené pour interrogatoire, Michael a nié devant les enquêteurs avoir jamais fait de mal à Maya. Sa relation avec la petite fille était parfaite, a-t-il dit aux autorités. Il l'emmenait dans des magasins, lui achetait des bonbons, ne la grondait jamais et ne lui criait jamais dessus. Il a dit que cet après-midi-là, elle ne se sentait pas bien et était allée s'allonger dans sa chambre. Pendant qu'elle faisait cela, il a décidé de jouer à des jeux Xbox. 10 minutes plus tard, il a entendu un grand bruit dans la chambre de Maya et s'est levé pour voir ce qui se passait. En arrivant, il a trouvé Maya allongée par terre, molle et haletante. Il avait appelé les secours et, guidé par l'opérateur, pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire sur Maya jusqu'à l'arrivée de la police et des ambulanciers. Mais Michael a également dit à la police qu'il n'avait aucune idée de la façon dont ces blessures s'étaient réellement produites. Il a supposé qu'elle avait dû tomber du lit sur le sol recouvert de moquettes et qu'en tombant, elle avait heurté une poignée qui se trouvait sur sa table de chevet. Alors comment cela peut-il provoquer 50 blessures différentes et un traumatisme crânien grave? Ah oui, bien sûr, ça ne l'explique pas. La police non plus ne croyait pas un mot de ce que Michael disait. Et pendant leur enquête, les autorités ont également interrogé le beau-père de Michael, Carl Gallagher. Il s'était en fait rendu au domicile le jour où Maya est décédée. Il était là vers 10h40 du matin et pendant qu'il était là, il a remarqué que Maya était très bouleversée et qu'elle réclamait sa maman encore et encore. Elle semblait avoir très peur de Michael, a-t-il déclaré. Quand le beau-père est parti vers 11h15, il a dit qu'il avait même envisagé d'emmener Maya avec lui parce qu'elle semblait tellement mal à l'aise avec Michael, mais il ne l'a pas fait. Une vidéo du jour de l'agression de Maya a aussi été trouvée sur le téléphone de Michael. Vers 11h40 ce matin-là, il a pris une vidéo et on peut y voir que la petite fille est clairement bouleversée et elle essaie de reculer dans une ouverture en forme de boîte,
comme si elle essayait de se cacher dans un endroit où aucun adulte ne pourrait l'atteindre. Michael avait ensuite envoyé cette vidéo à Dana, qui a répondu « C'est quoi ce bordel ?» Puis elle a appelé Michael. Les relevés téléphoniques ont également indiqué que, dans les heures précédant l'attaque contre Maya, Michael avait passé plusieurs appels au ministère du Travail et des Retraites, ainsi que tenté de se connecter à leur site web pour régler son crédit universel, ce qui équivaut à l'aide sociale ici aux États-Unis. Vers 14h cet après-midi-là, il a découvert qu'il avait en fait été privé de ses allocations. La police avait également remarqué que, pendant que les ambulanciers pratiquaient un massage cardiaque à Maya, Michael était sorti de la pièce avec son téléphone pour passer un autre appel. Il avait rappelé au sujet de son Universal Credit pour comprendre l'arrêt de ses paiements pendant que sa petite fille mourait dans la pièce voisine. Le même jour, Michael était aussi harcelé pour ses dettes de drogue. Et seulement 5 minutes après son dernier message concernant ses dettes, il avait en fait appelé Dana, lui disant que Maya n'allait pas bien. De plus, la police a également découvert que Michael avait créé un profil de rencontre en ligne sur Plenty of Fish. Cela s'est produit alors qu'il était avec Dana et il envoyait secrètement des messages à d'autres femmes. Il avait également échangé des messages avec une femme qui avait dit qu'elle allait accoucher de son bébé. En plus de tout cela, Michael a admis être un utilisateur de stéroïdes. Dana a affirmé qu'elle n'était au courant de rien de tout cela. Peu après l'arrestation de Michael, Dana Carr a aussi été arrêtée et accusée d'avoir permis la mort d'un enfant et de cruauté envers un enfant. Leur procès commencerait en octobre 2023 et l'avocat de Dana essaierait de dire que sa cliente était éprise de Michael, ce qui l'avait aveuglée par l'amour. Cela a empêché Dana de voir ce qui se passait réellement et de reconnaître les signes de maltraitance. Son avocate a aussi affirmé que Dana avait compris être partiellement responsable de la mort de Maya et regrettait sincèrement de ne pas avoir sauvé sa fille quand elle le pouvait. Son avocate a ensuite avancé l'argument classique d'une enfance difficile. Et en raison de profondes difficultés dans sa propre éducation, Dana n'était pas préparée à s'occuper d'un enfant ni à gérer le type de relation dans laquelle elle s'était retrouvée, ce qui est n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais devant le tribunal, Dana a dit qu'elle se sentait physiquement malade à l'idée de devoir s'asseoir près de Michael dans le box des accusés. Dana a dit que non seulement elle ne savait pas que Michael parlait à d'autres femmes, mais elle ne savait pas non plus qu'il se droguait et elle ne savait pas qu'il faisait du mal à son enfant. Elle a affirmé que si elle l'avait su, elle l'aurait quitté immédiatement. Je n'y crois pas. La mère de Maya, Dana, a ensuite déclaré devant le tribunal qu'elle était en fait enceinte de jumeaux de Michael au moment où Maya est morte. Une fois qu'il a été accusé de meurtre, elle a décidé d'interrompre la grossesse. Mais l'accusation a affirmé avoir contacté la clinique où elle disait avoir été opérée sans trouver de traces. Le juge reconnaîtrait également qu'il savait que Dana était bouleversée par la mort de sa fillette Maya parce qu'elle l'aimait. Il a également déclaré que Dana était en deuil et pleurait la disparition de Maya et que cela constituait déjà une punition suffisamment lourde qui la suivrait pour le reste de ses jours. Cependant, ce juge a également dit à Dana qu'elle connaissait l'étendue des blessures de Maya et savait qui les avait causées. Il a dit que ses affirmations selon lesquelles elle était aveuglée par l'amour pouvaient expliquer ses actes, mais ne les justifiaient pas. Dana avait fait preuve d'une indifférence volontaire ou téméraire envers le bien-être de Maya, et ses mensonges pour protéger Michael ont fait en sorte que sa fille continue d'être exposée à cette violence. À ce moment-là, Dana était en liberté sous caution en attendant son procès, et pendant cette période, non seulement elle a rencontré un homme et est tombée amoureuse, mais elle a aussi eu un enfant avec lui. Oui. Michael Damon a refusé de témoigner pendant le procès, mais son avocat a tenté de faire valoir qu'il n'y avait aucune motivation sadique dans la mort de Maya et qu'il n'y avait pas non plus un degré important de préméditation ou de planification. Michael a été reconnu coupable de meurtre et a reçu une peine de prison à perpétuité automatique. Il devra purger au moins 20 ans avant de pouvoir demander une libération conditionnelle. Et Dana Carr, la mère de Maya, a été condamnée à 9 ans de prison après avoir été reconnue coupable d'avoir permis la mort d'un enfant. Dana et Michael ont été reconnus coupables de négligence envers un enfant et condamnés à 6 ans de prison, peine à purger simultanément avec leurs autres condamnations. Le 4 novembre 2022, les funérailles de Maya Chappelle ont eu lieu. Les habitants de Conseil, vêtus de rose, sa couleur préférée, se sont rassemblés dans les rues. Un cortège mené par un corbillard tiré par des chevaux transportant le corps de Maya s'est terminé à l'église Notre-Dame de Saint-Joseph, où ses funérailles ont ensuite eu lieu.
Peu après la mort de Maya, son père James s'est exprimé sur Facebook. « Aujourd'hui, je t'accompagne à ta dernière demeure, ma petite fille. J'espère que tu trouveras enfin la paix totale. Désolé que cela ait été si long. Si j'avais pu, je l'aurais fait plus tôt. Je t'aime, Maya Louise Chappelle, et ta famille t'aime aussi. Ce n'est pas un adieu pour toujours, ma petite fille, juste un au revoir pour l'instant. Je te reverrai un jour et je me rattraperai pour tout jusqu'à ce que nous nous retrouvions, ma petite fille. » Merci d'avoir écouté l'histoire de Maya aujourd'hui. Beaucoup de personnes se préoccupaient du bien-être de cette petite fille. Tout le monde, sauf la personne qui était censée s'en soucier le plus, sa mère. Dana m'a d'abord laissé penser que Michael l'avait peut-être dupée et qu'elle était trop amoureuse pour tout comprendre. Mais quand elle n'a cessé de lui trouver des excuses et qu'elle n'a même pas demandé des nouvelles de sa fille après qu'il l'a fait revenir à la maison le jour où elle s'est blessée, j'ai compris qu'elle était elle aussi clairement responsable de ce qui est arrivé à Maya. Elle était consciente de ce qui se passait. Elle s'en fichait tout simplement.